Donc bonjour à tous. Au vu de votre présence en nombre ce soir, j'ai l'impression que certaines questions qui étaient posées d'emblée dans le court texte qui accompagnait l'invitation ont fait écho à vos préoccupations ou à vos expériences. Et c'est toujours une gageure de choisir un thème qui fasse résonance, même après 10 ans à organiser des conférences débats à l'espace éthique. Je suis contente donc de vous voir aussi nombreux et merci d'être là, fidèles au rendez-vous. Je vois des profils très variés que j'ai déjà regardés d'ailleurs sur les inscriptions, mais c'est très bien, différents âges, différents statuts, des gens citoyens ordinaires ou professionnels du soin. Donc c'est tout ce dont on rêve. Donc merci d'être là. Et un immense merci bien sûr aux 4 intervenants, 5 même, qui ont accepté de venir approfondir et éclairer notre réflexion, riche de leur expérience de terrain, sur le terrain du soin. Donc je vais vous les présenter dans un instant. Peut-être qu'ils peuvent d'ailleurs s'installer là. Qu'est-ce que vous en pensez? On était... Je reviens donc à la question annoncée. Qu'expriment les tabous linguistiques face à la maladie? Et que disent-ils de notre société dans laquelle la mort est bannie? Parce qu'il s'agit bien, avant tout, d'une question sociale. La mort est omniprésente, quand même, dans la société contemporaine, mais on n'en parle pas, on regarde ailleurs, tout est fait pour en évacuer la pensée. Quand elle n'est pas passée sous silence, elle est évoquée par des périphrases, des métaphores, des euphémismes, un discours oblique. Mourir, ça devient décéder, partir, disparaître, s'éteindre, autant d'expressions tendant à montrer que mourir reste du domaine de l'innommable. Les médias participent largement à cette stratégie d'évitement, préférant par exemple parler de victimes plutôt que de morts, de corps sans vie plutôt que de cadavres, lorsqu'ils évoquent un événement dramatique. Corps sans vie que l'on transporte à l'Institut médico-légal et non plus à la morgue. J'aime citer cette phrase de Jankélévitch. « Nous trichons perpétuellement avec nous-mêmes. C'est pour cela que la mort est vivable et pensable. On l'applique aux autres, mais pour soi-même, ce n'est qu'une éventualité. Je sais que je mourrai, mais je n'en suis pas intimement persuadée. La vie est fermée par la mort, mais elle est toujours entrebâillée par l'espérance. » Fin de citation. Autrement dit, toute vie humaine oscille de bout en bout entre ces deux grandes émotions que sont la peur et l'espoir. A fortiori dans le soin, où l'expérience de la maladie grave a cet effet de précipiter les choses. En premier lieu, l'expérience du cancer. C'est pour ça que, tabou par excellence, le mot cancer qui renvoie immédiatement au mot mort, on a choisi d'en parler ce soir, pas que de ça, mais pour une partie. Cette maladie qui recouvre de multiples formes plus ou moins graves, plus ou moins difficiles à soigner, est bien affaire de mots en premier lieu. Il sera donc beaucoup question ce soir de cette maladie qui reste emblématique. L'annonce d'un cancer le fait advenir, la vie bascule. Face aux patients en proie à cette catastrophe intime, les médecins adoptent le plus souvent un discours fait de périphrases, d'acronymes, soucieux d'atténuer la dureté de la réalité, d'épargner autant que possible à la personne la douleur de l'absurde. La ligne de crête est étroite, pour les uns comme pour les autres. Parler vrai sans asséner une vérité qui ajouterait à la violence de la maladie, avancer entre l'obligation légale de ne pas dissimuler la vérité au patient pour respecter son autonomie, le rendre acteur dans le soin, tout en ne faisant pas preuve de malfaisance. Le tabou est au service d'une sorte de jeu de dupes auquel il faudra ou pas mettre un terme si on arrive au stade où plus aucun traitement ne marche. Et c'est là où un autre mot dont la puissance d'évocation est redoutable peut être prononcé, les soins palliatifs. Pour les êtres de parole que nous sommes, parler soulage. Quand est-il temps de briser le tabou et comment? Le patient semble parfois attendre une autorisation,
une autorisation d'en parler pour ne pas rester seule avec son angoisse. Et pour parler de tout ça, je vais donc céder la parole à nos 5 intervenants. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous les présente. Alors, dans leur ordre d'intervention. Donc, Gaëlle Taillefer, présidente de la commission des usagers à l'Oncopole de Toulouse, exposera le résultat d'une enquête menée auprès d'une vingtaine d'infirmières de l'Oncopole, qui fait ressortir des difficultés de communication résultant d'un non-dit ou d'un mal-dit au moment de l'annonce notamment, qui peut nuire à la bonne prise en charge du patient et complique les choses pour le malade et les soignants. Puisqu'il s'agit d'un décalage de langage, dans la triangulation médecin-infirmière-patient en oncologie, c'est à Vanessa Falcaiol, ici présente, que je laisserai le soin de réagir aux résultats de cette enquête. Vanessa a travaillé 10 ans dans le service de soins palliatifs de l'ICN, donc l'Institut du cancer de Montpellier, en tant qu'aide-soignante, avant de commencer cette année des études d'infirmière. Elle vient témoigner de son expérience de terrain auprès de patients en fin de vie sur la question du mal à dire. Laurent Lemaître, psychologue en oncopédiatrie au CHU de Montpellier. Pendant combien de temps, Laurent? Ça fait près de 40 ans. Évoquera les effets du tabou sur les enfants, souvent plus directs dans leur approche de la mort, mais soucieux de ne pas blesser leurs parents, leurs proches, qui sont dans une forme de déni. Quelle est la position du psychologue? S'agit-il de libérer la parole? Est-ce qu'éluder la question de la mort prochaine, c'est protéger ou soulager d'un poids plus lourd encore? Quid des très jeunes patients? Le professeur Arnaud Bourdin, pneumologue au CHU de Montpellier. Alors avec vous, nous aborderons la question des tabous dans un contexte de soins autre que le cancer, puisqu'il n'y a pas que cette maladie qui peut terrasser les patients et poser des problèmes de mal à dire. Et enfin, pour élargir encore la question des tabous linguistiques, il m'a semblé important d'interroger l'usage d'une novlangue édulcorée, aseptisée, qui a de plus en plus cours depuis le début des années 90, une trentaine d'années, pour désigner les personnes porteuses de maladies ou de handicap. Un langage politiquement correct s'est imposé par souci de bienveillance pour éviter de stigmatiser. Nous avons donc invité une personne en situation de handicap, Leslie Landriot, pour qu'elle nous dise si ces appellations sont pour elle un progrès, le reflet d'un changement de nos représentations du handicap, ou simplement des euphémismes de bienséance sans grand impact. Voilà, c'est à vous. Gaëlle, la parole est à vous. Je suis contente d'être là, de pouvoir participer avec tout le monde, mes réflexions. Vous voyez mon nom, je suis canadienne d'origine. Dans une autre vie, j'étais prof d'anglais à Toulouse 1, anglais pour quelque chose, pour les juristes, pour les économistes. Dans une deuxième vie, j'ai une expérience personnelle en cancéro, en tant qu'aidant et en soins palliatifs. Et donc, troisièmement, je suis devenue, comme c'est marqué, représentante des usagers à l'Oncopole Claudius Regaud, qui est comme l'Institut de cancer ici. Est-ce que vous savez ce que c'est un représentant des usagers? Oui? Ah, bravo, c'est Bernard Kouchner en 2002, dans la démocratie sanitaire. Donc, avec les responsables de l'hôpital, on siège au sein de cette commission des usagers pour veiller au respect des droits des patients, faire des avis, des recommandations pour améliorer l'accueil, la prise en charge et la qualité et sécurité des soins. Et donc, avec l'expérience professionnelle ancienne et ce que je fais maintenant, ok, super, merci. C'est parti. Ok. Donc, ces deux choses ensemble, il y a une certaine cohérence, ont fait que je me suis posé des questions sur le dit et le non-dit, notamment dans ce contexte des soins palliatifs en France, où il y a quand même une 10 à 20 ans de retard par pays anglo-saxons. Je vis en France depuis longtemps, mais bon, ça fait partie de moi. Et donc, les questions de recherche qu'on s'est posées, voilà, très bien. Alors, c'est
le nous, c'était avec l'équipe mobile des soins palliatifs, de douleurs et soins palliatifs à l'hôpital, où on a vu qu'il y a énormément de recherches, peu importe la langue, sur les difficultés des médecins en soins palliatifs, mais très peu de choses sur les infirmiers et les infirmières, et peu de choses sur la dynamique de l'équipe, alors qu'on sait que soins palliatifs efficaces, c'est un travail d'équipe. Et au niveau du langage, en France, pas grand-chose de titres, j'ai des références si vous voulez, alors que dans le monde anglo, il y en a depuis longtemps, on parle du langage dans ce contexte. Donc, en tant que linguiste, ça m'interpellait. Alors, cette étude, donc, il y a 21 infirmières qui ont répondu à l'appel, ELS, il n'y avait que ELS. Alors, à Toulouse, on n'a pas d'unité de soins palliatifs, à l'Oncopole, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, mais il y a 2 unités mixtes de curatifs palliatifs où il y a des lits identifiés soins palliatifs. Voilà. Donc, alors la première question qu'on s'est posée, c'est comment les IDE, les infirmières, comment comprennent-elles le terme, entre guillemets, soins palliatifs? Comment cette perspective sous-tend leur rôle pivot au sein de l'équipe soignante? Comment vivent-elles ce contexte des soins palliatifs à l'hôpital? Et enfin, en tant que linguiste, est-ce que soins palliatifs est une langue étrangère? Langue étrangère avec toutes les difficultés psychologiques et autres que ça peut poser. C'est pas parce que vous êtes français que vous êtes mauvais en langue, c'est pas vrai. J'ai trop entendu ça et c'est pas vrai. Alors, les résultats. Si vous voulez d'autres détails, j'en ai plein, mais bon, je passe aux résultats directs. Donc, la première question, c'est quoi les soins palliatifs pour ces infirmières? Alors, c'est un continuum passant par divers stades. Le terme n'est absolument pas un synonyme de fin de vie, ce qui est une connotation très courante. Pour elle, les mots-clés, c'est bien-être physique et moral pour les patients et les familles. Alors, je donne quelques citations, d'où le papier, parce que je ne peux pas retenir tout ça. Alors, je cite, « Quand tu arrêtes de traiter les gens pour une maladie, mais tu ne les abandonnes pas, tu continues à t'en occuper. L'inconfort, la respiration difficile, on le voit sur le visage du patient. » La deuxième question, alors, comment cette perspective sous-tend le rôle d'infirmier? Elle voit une collaboration interprofessionnelle, une conception de thérapeutique partagée. Ce n'est pas le cure, qui veut dire guérir, versus care, pour lequel il n'y a pas de traduction en français, peut-être ça viendra, mais ce n'est pas cure versus care, ça devrait être sur la même longueur d'onde. Et donc, cette même longueur d'onde doit être fondée sur le savoir, sur la formation. Alors, je cite, « Tu ne peux pas être palliatif s'il n'y a pas une équipe pluridisciplinaire qui communique. Il y a des médecins qui veulent faire jusqu'à ce que ce soit trop tard. Les internes ont peur de la sédation parce qu'ils ne savent pas comment doser l'hypnovèle. Ils ne connaissent pas les conséquences. Elles ont exprimé un besoin éthique aussi. Alors, l'une d'elles a dit, des médecins qui ne parlent pas de l'arrêt de l'alimentation parce que le patient ne peut pas l'entendre. Et l'infirmière dit, mais vous êtes qui pour juger que la personne ne peut pas entendre qu'elle va mourir? Alors, la troisième question, comment vivent-elles ce contexte des soins palliatifs dans le contexte qu'il y a à Toulouse? 2 cercles, vertueux et vicieux. Alors, en vertueux, satisfaction, fierté, avec un discours positif. Tout était enregistré, bien entendu. Il y avait plus de 16 heures d'enregistrement, à peu près 82 000 mots. Alors, je cite, « Ça marche bien quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. Patient, famille, médecin, selon la volonté du patient. Une fois que la patiente a compris qu'elle était en soins palliatifs, qu'elle serait accompagnée, elle était paisible parce que les mots ont été dits. En revanche, le cercle vicieux, difficultés thérapeutiques, où elles ont exprimé désaccord, colère, frustration et exprimé longuement et avec force. Je cite, « Ils poussent les chimios, mais c'est à nous de gérer les fins de vie. L'interne dit de ne pas s'inquiéter, mais tu sais que ça va merder. Je suis frustrée et j'en ai marre de ressentir, je te l'ai dit. » La dernière question, donc,
est-ce que soins palliatifs, c'est une langue étrangère? Alors, pour ces infirmières, elles parlent la langue des soins palliatifs plutôt facilement avec les patients et les familles. Elles disent apprendre comment trouver les mots justes ou savoir rester silencieux peut s'apprendre. C'est notre métier, c'est notre boulot. Mais pour ce qui est cercle vicieux, alors là, vraiment, le langage était fort. Elles décrivent leur expérience dans un langage fort, émotionnel et détaillé. Si vous voulez voir les tableaux, je les ai, mais les mots comme dur, pas bien, très, 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 trop, trop, point d'exclamation, c'était à peu près 50% du total du corpus. Et le langage vulgaire, les merdes, cons, etc., était réservé vraiment au contexte de cercle vicieux. Elles se sont lâchées, elles ont parlé très librement avec moi. Je ne suis pas personnel soignant. Alors, après, la suite. Et donc, quels sont les enjeux? D'abord, pour les patients, leurs droits, elles ont parlé des droits et il n'y a toujours pas d'expression en français qui me plaît, en tout cas, patient empowerment, de donner le pouvoir d'être acteur aux patients, empouvoirment, j'ai entendu. Bon, alors je cite, c'est le droit des patients de connaître la situation, d'être clair du début jusqu'à la fin pour qu'ils se sentent bien entourés, bien pris en charge, une partie intégrante de leur prise en charge et pas quelqu'un à qui on fait quelque chose qui ne comprend pas. Il y a trop de patients qui ne savent pas où ils en sont. Pour les infirmières, alors, ce que moi j'ai découvert en tant que profane, il y avait vraiment une souffrance professionnelle qui a été exprimée due au manque de prise en compte de leur expérience professionnelle, avec un retentissement sur l'équipe et puis sur le patient. Alors, je cite, « C'est le rôle du médecin dont parlait. On marche sur les œufs et le patient perd confiance en nous. Selon l'interne, c'est nous, les infirmiers, qui appelons l'équipe mobile. Le patient souffre et notre expertise n'est pas entendue. On a trouvé une stratégie. On coince l'interne pour savoir ce qui a été dit ou non et à qui. Parfois, la famille avance plus facilement grâce à notre parole qu'avec celle du médecin. Et donc, que faire? Encore, c'est la parole des infirmières. Ça passe par la formation initiale et continue en soins palliatifs, en communication, et par une reconnaissance de l'identité professionnelle des infirmières et des aides-soignants. Alors, je cite, « Connaître la valeur d'une IDE, d'une AS, ça devrait être inné. » Notez le conditionnel. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres informations, j'en ai plein. Donc, thank you for your attention. If you have any questions, je suis contente d'y répondre. Voilà, mais bon. Yeah. Ça fait très canadien, au fond des comptes. Est-ce qu'il y a des... Je crois qu'on va garder... Ah, OK, les questions pour après. OK, bon, j'espère que c'était clair. Donc, voilà, donc je suis, jusqu'au mois d'août, j'ai exercé le métier d'aide-soignante donc à Val d'Orel, à l'Institut du cancer, en soins palliatifs pendant 2 ans et demi, et auparavant en médecine polyvalente, toujours à Val d'Orel. Donc en médecine polyvalente, nous avions aussi des cas de soins palliatifs. Hein. Voilà, et il y en a encore, même si on a un service de 16 patients, là, il y a toujours des personnes en situation de palliative dans d'autres services. Donc là, depuis le mois de septembre, j'ai intégré l'école d'infirmière au CHU. Et j'en profite pour remercier... oui. Ah. Ah. D'accord, donc je vais parler ainsi. Et du coup, j'en profite pour remercier Madame Rocher de m'avoir conviée. Et là, je vais vous présenter en fait une situation que j'ai vécue, alors pas nécessairement en soins palliatifs là où j'étais, mais en médecine palliative, ça remonte à il y a quelques années, mais c'est une situation qui m'a marquée. C'était une fin de semaine, et je travaillais en binôme avec ma collègue infirmière, parce qu'on a l'avantage de travailler en binôme là où je suis, ce qui est assez confortable pour le patient et pour nous-mêmes en tant que soignants. Ce patient, à mon souvenir, avait une 40aine d'années. Je ne me rappelle plus exactement quel cancer il avait. Cependant,
Au moment où je l'ai rencontré, ce monsieur ne pouvait plus bouger ses membres inférieurs, ses jambes. Donc la fin de semaine arrive, il passe une imagerie, une IRM. À l'issue de cette imagerie du vendredi, lors des transmissions du soir, genre vers 17h, le médecin avec qui nous faisons les transmissions nous dit qu'à l'issue des résultats, ce monsieur ne pourra plus marcher, c'est une compression médulaire et que ce n'était pas récupérable, en tout cas, dans sa situation et au vu de son état général. Donc, la première question que nous lui avons posée, c'est est-ce que le médecin allait annoncer ça à ce monsieur, à ce patient, qui attendait, qui avait besoin, lui, de savoir ce qui allait advenir de sa situation. Voilà. Pour lui, c'était avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, savoir s'il allait remarcher ou pas, parce que lui, son souhait, c'était de remarcher, comme il marchait 15 jours auparavant avec sa famille, ses enfants. Et au final, il s'avère que le médecin nous a signifié que là, ce n'était pas envisageable de lui dire le vendredi soir et qu'il fallait attendre le lundi. Alors, l'idée était bienveillante. Cette idée était bienveillante, initialement. Il s'agissait de préserver le patient d'une éventuelle décompensation sur le week-end, parce que rajouter de mauvaises nouvelles à des nouvelles qui ne sont pas très bonnes sur un week-end, ça peut être compliqué pour les patients et l'entourage aussi. Et ce qui se passe, c'est que aussi les équipes et dont les internes de garde qui sont présents sur le terrain doivent gérer. Et ce qui était compliqué, c'est que, et par bienveillance, épargner le patient, épargner les équipes, c'est juste une illusion finalement, parce qu'au final, le vendredi soir arrive pour le tour de 19h, et nous voici confrontés aux patients qui évidemment nous demandent est-ce que vous avez vu mes résultats? Et là, nous, on s'est sentis pris entre le marteau et l'enclume, puisque nous ne pouvons pas dire, de par notre rôle et notre fonction, annoncer les résultats de l'imagerie et lui annoncer que ce monsieur ne marchera plus. Voilà, que c'est assez grave. Donc, c'est assez compliqué, parce que du coup, par rapport à notre posture, cela nous demande à nous de faire semblant finalement avec lui, de lui faire croire en tout cas que nous n'avons pas la réponse sur 2 jours, enfin même plus du vendredi soir au lundi matin. Et effectivement, ça peut paraître, on peut se dire non, c'est pas grave, mais c'est compliqué pour nous parce qu'on est on donne l'illusion qu'il n'y a pas plus de problème que ce qu'il a ce jour-là. Sachant que ce patient, lui, nous a tout le week-end sollicité pour obtenir sa réponse. Donc, il ne faut pas oublier que le patient, lui, est allongé dans son lit. Enfin, lui, en tout cas, était allongé lors des soins, parce que nous faisions la toilette le samedi, le dimanche, le lundi matin. Il nous regarde, il a tout le temps de nous observer, d'observer notre visage, d'observer notre regard, lorsqu'on est penché au-dessus de lui pour l'aider pour ses soins. Et ça nous demande à nous, infirmières, aides-soignantes, d'esquiver un petit peu, de jouer un rôle. Voilà. Donc c'est compliqué, parce qu'au final, on trouve qu'il y a une certaine injustice. On peut ressentir aussi de la colère, mais pas nécessairement contre le médecin. Il ne s'agit pas de reprocher au médecin d'avoir mal fait ou d'avoir bien fait, de ne pas avoir dit le vendredi soir. Mais c'est compliqué finalement de dire et de ne pas dire aussi. Parce que dire, c'est déjà arrivé, un vendredi soir, de dire à un patient, il y a ça, c'est assez grave. Et le week-end est compliqué aussi pour le patient, parce que lui, il vit sa situation, il vit la projection de sa vie qui s'effondre. Donc il faut quand même gérer, que l'on dise ou pas la nouvelle, il faut quand même, en tant qu'aide-soignant infirmier, on est là au présent le week-end, du matin au soir. Donc du coup, nous avons ressenti un sentiment d'impuissance, un sentiment d'inconfort. Puis on a l'impression que finalement cette relation de confiance, elle est un peu biaisée. Voilà.
On a un petit peu aussi l'impression de trahir le patient que l'on côtoie, que l'on accompagne tout au long de ses jours et tout au long de la semaine. Surtout qu'on est du coup témoin de cette angoisse que finalement le médecin voulait éviter, en voulant être bienveillant. Mais finalement, elle se manifeste quand même dans cette attente de son résultat, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc le non-dit, dans ce cas-là, finalement, ne préserve pas tant le patient ni les soignants. Alors il n'y a peut-être pas de bonne solution, hein. Il n'y a pas de bonne solution peut-être. Et du coup, cette notion de temporalité a vraiment accentué notre difficulté. Parce qu'il faut 48 heures avec un patient qui est demandeur et vous qui essayez de faire semblant, quoi, de lui mentir d'une certaine manière, oui, on ment au patient. C'est compliqué. Voilà. On peut avoir un sentiment de culpabilité. Et par rapport à cette situation, le lundi matin arrivant, nous on arrive tôt en général, les médecins arrivent aussi tôt, ils arrivent vers 9h. Et notre préoccupation, en fait, notre priorité de notre point de vue d'aide-soignant infirmier était lors des transmissions, de voir avec le médecin à quel moment il irait annoncer cette nouvelle à notre patient. Et dans notre idée, on pensait qu'il irait assez rapidement. Alors quand je dis assez rapidement, j'entends début de matinée. Bon, il y a les transmissions entre-temps, il y a quand même plein de choses à faire le lundi matin pour le médecin. Mais on s'est dit, ça ne va quand même pas attendre la fin de matinée, c'était crucial de notre point de vue soignant. Parce qu'entre-temps, nous, on avait revu ce patient entre 7h du matin et 11h du matin pour lui refaire sa toilette, etc., ou discuter avec lui, et sa question était, avez-vous mes résultats? Voilà, donc c'est compliqué. Et du coup, le médecin nous dit, non, je pourrais pas. Mais ce n'est pas la faute du médecin, voilà, il a des choses à faire, il a des priorités que nous, peut-être, on ne cerne pas non plus. Hein. Et il est venu en fin de matinée. Et en fait, ce laps de temps entre 9h du matin à peu près 11h, ça a été très compliqué pour nous. On était vraiment en colère, en fait. On lui en voulait un petit peu, quoi. Voilà, ça nous a un petit peu secoué d'avoir ce temps-là. Donc, dire c'est bien, pas dire c'est... On ne sait pas, voilà, il n'y a pas de bonne solution. Après, on peut dire qu'on s'adapte aussi à la singularité du patient. Parce que chaque patient, chaque situation se vit différemment et les médecins aussi connaissent leurs patients. Bien souvent, les annonces ont été faites en amont. Enfin, certaines annonces en tout cas. Dans le cas de ce monsieur, par rapport à la maladie, oui. Mais là, il s'agissait de lui annoncer une évolution. On rencontre aussi des patients à qui on dit les choses, mais qui parfois ont du mal à l'entendre. Et c'est totalement légitime. Quand on vous annonce une maladie aussi grave, l'irréversibilité de votre maladie, c'est compliqué. Ça remet en cause toute votre vie. Et on se rend compte que parfois, des patients qui ont eu les annonces n'ont pas intégré. Parce que quand on se retrouve à leur chevet, parfois ils nous disent là, le médecin m'a pas tout dit, en fait. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Et en fait, on se pose la question, souvent avec l'infirmière, mais est-ce que l'annonce a été bien faite? Alors, c'est pas qu'on remet en cause l'annonce des médecins, mais on a toujours cette question-là. Et en général, on va rapidement rencontrer le médecin de service qui, en général, est assez disponible quand même pour vérifier cette situation. Et bien souvent, les médecins et les équipes qui font les annonces, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a aussi des infirmières avec les médecins qui font des annonces, voilà, et nous confirment qu'elle a été faite. Mais voilà, c'est difficile pour les patients et les familles parfois de digérer, d'accueillir, je ne sais pas si on peut dire accueillir, mais de digérer ces nouvelles-là qui sont lourdes de sens, qui remettent en cause, en question votre vie entière. Voilà. Votre perte d'autonomie, votre perte de vie prochaine, parfois. Enfin,
une proximité, enfin alors, effectivement, en soins palliatifs, on ne rentre pas nécessairement pour mourir de suite, mais voilà, la temporalité n'est pas la même pour quelqu'un qui n'est pas malade, donc ça se vit totalement autrement. Voilà, donc il y a plein de situations comme ça où aussi soit c'est le médecin qui ne dit pas parce qu'il y a une notion de temporalité, on attend pour X raisons, soit les choses sont dites et les familles, les patients ne l'entendent pas parce qu'il leur faut du temps pour admettre la maladie, quoi. Dire qu'elle est avec vous et qu'elle ne partira plus. Voilà, donc oui, c'est compliqué c'est compliqué, mais après c'est vrai que comme on est des équipes pluridisciplinaires, l'avantage c'est qu'on peut communiquer entre nous, entre soignants déjà, entre nous, entre aides-soignants infirmiers, et ensuite avec les équipes. Et souvent ça peut faire débat aussi à quel moment on dit les choses. Voilà. Les infirmiers et aides-soignants sont quand même assez sollicités dans ce genre de service en tout cas. Mais ce n'est pas évident ni pour les médecins, ni pour les internes, voilà. Ni pour les aides-soignants infirmiers. Voilà. Merci pour ce témoignage. La notion de temporalité revient souvent. Ça me rappelle deux thèmes qu'on avait abordés précédemment. On avait une conférence débat il y a quelques années qui s'appelait « Soigner au rythme du patient ». Et là, on a une illustration. C'est pas tout à fait ça. Et puis aussi la notion de la vérité. Est-ce qu'il faut dire toute la vérité, rien que la vérité, et comment? Ça aussi, il y a des recoupements à faire. Laurent. Bonsoir. Alors, quand Pascaline m'a proposé d'intervenir sur ce thème, le mal à dire dans le soin, avec cette bouche fermée par cette fermeture éclair, je me suis dit, elle y a été punchy. Sûrement pour nous faire réagir, mais j'ai trouvé que ce titre était punchy, parce que le mal à dire dans le soin, ça voudrait dire qu'on est un peu comme une affirmation, toujours quelque chose qui se dit mal, qui est tellement difficile à dire qu'on ne la dit pas, puisque cette bouche est fermée. Et ça m'a fait réfléchir au fait que ce mal à dire, c'était autour de la question de la mort. Et tu disais dans ton introduction que la mort, on n'en parlait pas beaucoup. Moi, je trouve que l'on parle beaucoup de la mort. Si vous ouvrez les informations, si vous lisez les journaux, etc., nous sommes envahis, surtout en ce moment, y compris par le terme de mort, le nombre de morts, etc. Par contre, ce dont on a de la difficulté à parler, c'est de sa mort. C'est-à-dire le mal à dire dans le soin d'une pathologie potentiellement mortelle, à parler de sa mort au patient, ce qui signifie aussi que celui qui parle de sa mort au patient accepte de recevoir les vibrations que ça va faire sur le plan émotionnel à lui en tant que soignant, de venir parler de cette question-là pour le patient. Et du coup, ce thème, me semble-t-il, mes propos, il voudrait plutôt illustrer un titre qui irait du mal à dire dans le soin à la difficulté d'entendre, point d'interrogation. Parce que c'est une histoire de relation. Cette histoire-là, c'est une histoire de relation. Je ne voudrais pas qu'on imagine que c'est simplement la difficulté d'un médecin à dire quelque chose, mais c'est la difficulté d'un médecin à dire quelque chose à quelqu'un d'autre, ce qui change tout. Et donc, je m'en réfère souvent à cette phrase de Nicole Alby, qui a été une pionnière en cancérologie dans l'accompagnement psychique des patients, et qui disait « L'annonce d'une pathologie potentiellement mortelle, c'est la rencontre entre un médecin qui n'a pas envie de dire quelque chose à un patient qui n'a pas envie de l'entendre. » Et elle a ajouté « Bonjour la rencontre ». Ce qui nous situe bien effectivement dans le débat. Et en même temps, quand je vois le mal à dire dans le soin, je me dis tant mieux qu'on le formule comme ça. Parce que si c'était facile à dire, qu'est-ce qu'il en serait de la relation humaine qui circule entre celui qui dit et celui qui reçoit?
C'est bien parce que c'est difficile à dire, effectivement, que c'est une chose extrêmement importante. Alors, quelques éléments pour moi de contexte avant de vous donner quelques illustrations de la clinique pédiatrique. D'abord, je pense qu'il faut bien se rendre compte que très souvent, finalement, les médecins, parce qu'en général, c'est eux qui font les annonces, et là, on vient bien de le voir, les médecins connaissent peu ou pas suffisamment les patients à qui ils ont à dire cette chose-là, c'est-à-dire avec qui ils ont à parler de la mort de ce patient qui va advenir malheureusement beaucoup plus tôt que prévu. On a tous fait l'expérience dans notre vie que quand on a quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, on y réfléchit longtemps avant. On se dit, mais quel mot je vais utiliser, par quoi je vais passer pour qu'il puisse entendre sans être encore plus bouleversé que par le contenu de ce que j'ai à lui dire. Ton frère a eu un accident de la route, ou ton enfant s'est blessé à l'école, il est hospitalisé, on est en train de le checker, ou etc. On va réfléchir beaucoup aux mots qu'on va utiliser pour pouvoir s'adresser à une personne. Et je pense qu'une des difficultés, mais on y reviendra, c'est que très souvent les médecins, et on vient de le voir là, ne sont pas toujours dans une temporalité qui va leur permettre de pouvoir prendre le temps de connaître cette personne-là et de savoir comment elle va pouvoir s'adresser à eux. Et pourtant, c'est un élément, moi, qui me semble fondamental, parce que si on veut effectivement, et plus on est attentif et empathique à l'égard de l'autre, si on veut lui annoncer quelque chose de terrible, il faut pouvoir effectivement entrouvrir des portes pour pouvoir se représenter la capacité de l'autre à entendre. Le deuxième point de contexte, justement, qui me paraît important, et ça a été abordé, là, on a plusieurs fois entendu le mot, c'est la question de la temporalité. J'ai beau avoir une tête qui est sur mon corps et que tout ça ne forme qu'un, il se trouve quand même que la dimension de la temporalité physique est très souvent en décalage avec la dimension de la temporalité psychique. Et pouvoir énoncer quelque chose qui a à voir avec le physique sans prendre en compte la question de cette temporalité psychique, c'est aussi sûrement ne pas pouvoir trouver les mots de bien dire les choses. Vous êtes sûrement un certain nombre de médecins ici qui avaient fait beaucoup d'annonces dans votre vie. Vous avez vu lors de ces annonces, quand par exemple en pédiatrie on annonce une pathologie potentiellement mortelle à des parents, que très souvent, au sein du couple, il y en a un qui peut peut-être se projeter très vite dans le futur en disant mais qu'est-ce que vous allez faire comme soin et si vous ne pouvez pas faire tel soin, etc. Et puis il y a l'autre parent qui, lui, va peut-être être dans une autre temporalité en se disant mais c'est pas possible, ils se sont trompés, s'ils refont les examens, ils verront qu'il n'a pas une leucémie aiguë, etc. Et donc, comme ces parents ne sont pas sur la même temporalité, ça devient extrêmement difficile d'avoir une qualité relationnelle pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire et qui est effectivement quelque chose de terrible pour la famille qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est le deuxième élément pour moi de contexte qui est important. Alors par rapport à la pédiatrie, il y en a un troisième qui aussi est très particulier, et j'ai beaucoup d'admiration pour les pédiatres dans leur travail, parce qu'ils font, je ne dis pas que les autres ne font pas un travail difficile, mais dans cette question spécifique de l'annonce, ils font un travail de funambule, parce qu'ils vont d'abord annoncer à des parents la pathologie de leur enfant, les parents n'étant pas le malade, mais étant les parents responsables de cet enfant, avec ce que je viens de dire, de parents qui émotionnellement peuvent réagir différemment. Et ensuite, ils vont devoir, en accord avec les parents, aller dire quelque chose à cet enfant de ce qui lui arrive. Un enfant, qu'il ait moins de 1 an, qu'il ait 3 ans, qu'il ait 6 ans, qu'il ait 9 ans, qu'il ait 12 ans, 15 ans, il a le droit d'entendre quelque chose sur ce qui est en train de lui arriver et qui bouleverse considérablement sa vie. Et je peux vous assurer que d'avoir à parler à un enfant de choses aussi graves en des termes que l'enfant peut arriver petit à petit à se représenter, au moins dans un premier temps, pour pouvoir accepter tous les changements de vie qui lui adviennent, c'est un exercice d'équilibriste et je trouve que de ce côté-là, effectivement, les pédiatres sont remarquables. Michel Tournier, qui est un grand auteur français, académicien Goncourt, il avait écrit un livre pour les adultes qui s'appelait Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et ensuite, il a décidé d'écrire Vendredi ou la vie sauvage, et pour les enfants. Il a dit la chose la plus difficile dans ma vie d'écrivain,
ça a été d'essayer de retransmettre ce que j'avais dit aux adultes dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, avec toute la question de la solitude, de la peur, de l'arrivée de vendredi pour Robinson, etc. Et d'arriver à dire les mêmes émotions, mais d'une manière qui pouvait être entendue par les enfants. Ben ça, c'est le quotidien en pédiatrie, hein, parce qu'il va falloir trouver les mots pour pouvoir accompagner les enfants là-dedans. Et alors, quand on a dit tout ça, ces éléments du contexte, je me dis, ben, messieurs et mesdames les médecins, avec les études que vous faites, s'il vous faut faire 3 ans de philosophie et 3 ans de psychologie en plus pour pouvoir être compétent dans ces situations-là, les déserts médicaux risquent d'être très arides à l'avenir. Parce qu'effectivement, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile, puisque c'est ce qui nous touche le plus en tant qu'humains. L'annonce, par exemple, à des parents d'une pathologie extrêmement grave, je parle de certaines formes de leucémie, je parle de certaines formes de tumeurs cérébrales, le gliome infiltrant du tronc cérébral, dont on sait qu'on n'arrive pas à le guérir, etc. C'est tout à coup projeter quelqu'un, des parents, pour qui leur enfant était leur futur, de faire que ce futur soit projeté comme le passé. Une des choses qui nous permet de tenir en vie sur le plan psychique, c'est effectivement de nous dire que des choses vont continuer après nous, et en particulier nos enfants quand on en a, et que des gens continueront de penser à nous quand on ne sera pas là. Et quand tout à coup c'est le vide qui arrive, c'est d'une violence inouïe. Et effectivement, pour que les médecins arrivent à trouver les mots, parfois ils vont employer des métaphores, des périphrases, de manière à cheminer au rythme du patient, comme on l'avait fait dans une soirée précédente, pour que les gens puissent entendre quelque chose de cet ordre-là. Alors, 2-3 petites vignettes cliniques pour que vous puissiez vous représenter un peu comment les choses sont compliquées dans les situations. Un jour, un médecin annonce à des parents la rechute de leur enfant. Il a vu un ostéosarcome du bras, il avait été traité, et il avait même été amputé, et malheureusement la maladie a continué de progresser, et le médecin reçoit les parents pour leur annoncer que cet enfant malheureusement n'a plus de traitement pour le guérir et qu'on va l'accompagner sur une fin de vie à moyen terme. Et là le père se lève et il dit au médecin, ce que vous venez de nous dire, vous allez le dire à mon fils qui a 7 ans, et il a été chercher son fils qu'il a amené dans la salle. Je peux vous dire que le médecin a vécu un moment extrêmement difficile, et il a essayé avec des mots de dire à cet enfant effectivement que tous les traitements qu'on avait faits jusqu'à présent n'avaient pas fonctionné, et qu'aujourd'hui tous les gens qui étaient spécialistes n'avaient pas de traitement vraiment efficace à proposer. Et pour cet enfant, cette annonce de la vérité de façon assez directe, assez rapide, on va dire temporellement parlant, pas brutale parce que le médecin a mis toutes les formes, pour cet enfant-là, paradoxalement, ça a été quelque chose d'extrêmement constructif dans la relation qu'il a eue avec son entourage pour la fin de vie. Il a pu élaborer des choses extraordinaires. Il venait me voir en consultation, puis il me disait aujourd'hui, j'ai une sacrée question à te poser. Ah bon, qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Ma grand-mère me dit que si elle m'emmène à Lourdes, peut-être que la Sainte Vierge, elle viendra comme pour l'autre et que je vais vivre. Ma mère me dit que quand on est mort, de toute façon, c'est pas trop grave parce qu'on revit en animal, un animal qui vit avec les humains, et ça va bien se passer. Et mon père dit, tout ça c'est des conneries, on redevient de la poussière et on retourne dans la terre. Qu'est-ce que tu crois que je dois penser ? Voilà. Et cet enfant a élaboré des choses comme ça absolument extraordinaires parce que justement, il avait pu être très rapidement pris en compte dans ce qui lui arrivait et que les médecins avaient pu lui parler de sa fin de vie à venir. Mais un jour, cet enfant est venu en consultation avec un frère. Il me dit, aujourd'hui, il faut que tu nous vois tous les deux. Et alors, je regarde le frère, et puis il y avait les parents, et je dis au frère, et tu es d'accord pour venir avec lui ? Et le frère s'appelait Pierre, plus facile à vous dire. Et donc, Pierre dit, oui, il me fait un signe de tête comme ça, et je demande aux parents s'ils sont d'accord que je vois les 2 enfants ensemble, et les parents me disent, oui, ils ont envie que vous les voyiez ensemble. On va dans mon bureau, on s'assied, et à peine nous étions assis, l'enfant qui était malade regarde son frère et lui dit, Pierre, Monsieur le maître va t'expliquer pourquoi je vais mourir bientôt et pourquoi il ne faut pas que tu pleures. C'est un moment de vertige où j'aurais préféré les métaphores et les périphrases. Voilà. Parce que le Pierre, il s'est effondré en larmes complètement. Celui qui venait de lui parler, donc le patient qui avait besoin de partager finalement cette terrible vérité qui le concernait,
était rouge de confusion et de culpabilité, et ça a été extrêmement compliqué. Et là, la violence de cette annonce, pourquoi j'en parle là? Parce que j'ai revu cette famille 17 ans après, cet été, et qu'ils m'ont dit que malgré tout l'accompagnement qu'il y avait eu pour Pierre au fil de sa vie, eh bien, les choses restaient extrêmement complexes et que ce moment-là avait été très, très douloureux pour lui. Sur la temporalité, je vous prends un petit exemple pour vous montrer aussi combien c'est difficile de dire. On avait un grand garçon qui avait 19 ans et qui était alité en fin de vie, en soins palliatifs, et les parents nous avaient intimé aux médecins et aux psy que j'étais de ne jamais parler de la question de la mort avec cet enfant, ce jeune, 19 ans, ce jeune adulte. Et un jour, la mère m'appelle et elle me dit « Je crois que vous pourriez venir avec le médecin parce que je pense qu'il a compris effectivement qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait plus le guérir. » Donc on y va avec le médecin, les deux parents au pied du lit de l'enfant, le médecin et moi assis à côté de lui, et le médecin lui explique qu'effectivement les traitements, on n'avait plus de traitement, etc. Et il chemine très progressivement dans ce qu'il est en train de lui annoncer de l'arrêt des thérapeutiques et des soins palliatifs qu'on prodigue. Et tout à coup, ce jeune nous regarde tous et dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir quand mes parents seront morts ?» Et le médecin s'apprêtait à parler, je lui serre la jambe pour pas qu'il parle, et puis on a laissé faire un moment, et le père a dit « Mais t'inquiète pas mon chéri, ta mère et moi, on n'est pas près de mourir. » Et on en est resté là. Pourtant, me direz-vous, c'était peut-être le moment idéal pour aller jusqu'au bout. Eh bien, peut-être pas. Une semaine après, la mère m'a rappelé et elle m'a dit « Vous savez, ça y est, il a compris que c'est lui qui allait partir le premier et il aimerait en parler avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir ?» C'est ça que je veux dire quand je parle de la temporalité psychique qui est différente des autres temporalités. Et je voudrais conclure sur une chose qui m'a beaucoup touché, c'est de dire aussi que dans ce mal à dire dans les soins, là, il faut qu'on ait une représentation que les choses ne doivent pas toujours s'énoncer de façon très, très, très proche d'une vérité de la réalité, je dirais. J'ai vécu ça ce week-end-là, un moment extrêmement difficile où un médecin a annoncé à une dame de 93 ans qui se trouve être une grande-tante qui n'avait jamais été malade de rien, qui se retrouvait à l'hôpital, un soir à 20h, « Bonsoir madame, on a enfin les résultats de tous les examens que vous avez passés, vous avez un cancer du pancréas et demain mes collègues vous diront comment on va vous soigner. » Et le lendemain, quand la famille est venue, ils ont surtout trouvé une vieille dame en pleurs qui n'avait pas pris une minute de repos de la nuit et qui avait parfaitement compris qu'elle allait mourir. Et pourtant, la question de la mort, on peut en parler aussi de très belle façon. Et je prends en guise de conclusion cette histoire qui est une belle histoire. Les équipes d'onco-hématopédiatrie ont fait il y a une vingtaine d'années un film sur les soins palliatifs pédiatriques. Et on a suivi 4 familles. Et ces 4 familles ont parlé, parents et fratries, de la fin de vie de leur enfant qui était atteint d'un cancer. Et une de cette famille raconte la chose suivante. C'est la maman qui raconte. Priscille, sa fille, a 6 ans. Et Priscille, cette petite fille de 6 ans, un jour se promène avec sa mère devant la maison, doucement, et elle dit à sa mère « Maman, j'ai une question à te poser. » Et sa mère sent la gravité de sa petite fille et elle lui dit « Quand on va rentrer à la maison, on va se mettre dans une pièce toutes les deux et tu pourras me poser la question que tu as envie de me poser. » Elle rentre dans la maison, elles se mettent dans la pièce et Priscille regarde sa maman et lui dit « Maman, est-ce que les doudous vont au ciel ?» Et la mère lui répond « Oui, ma chérie, les doudous vont au ciel. Je pense que tu vas aller retrouver Gala. » Gala était la grand-mère de la famille. Et il ne s'est rien dit de plus entre cette mère et cette fille, sauf que tout était dit. Cet enfant venait de dire à sa mère « Je sais que je vais mourir, j'ai peur du vide. Est-ce que mon doudou sera là pour m'accompagner ?» Et la mère lui a répondu « Moi aussi, je sais que tu vas mourir. Oui, ton doudou sera là, tu ne seras pas toute seule, et en plus, tu vas retrouver Gala. » Et la finesse de cette mère, ça a été même de dire « Tu vas retrouver Gala, parce que comme Gala, on en parle dans la famille et que c'est un souvenir permanent, ça veut dire que toi aussi, on parlera de toi et qu'on ne t'oubliera pas. » Cet échange entre la mère et l'enfant, il a duré 10 secondes. Et pour moi, il a effleuré une vérité qui était extrêmement difficile à dire pour tout un chacun, c'est-à-dire parler de la mort de son enfant avec son enfant. Voilà. Donc il y a des moyens de dire les choses, tout en étant dans une forme
presque de sérénité, j'aurais envie de dire, quand les deux êtres sont prêts à entendre et à recevoir ce que nous avons à partager. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, c'est pas facile, hein. On a dit des choses difficiles, des choses particulièrement intéressantes, et puis le sujet est quand même assez grave. Et mon objectif est surtout de ne pas paraître celui qui donne des leçons, et les enseignants, et en plus les médecins ont cette fâcheuse tendance. Et donc, j'ai essayé, en préparant ce petite discussion, de réfléchir plutôt à l'évolution de ce mal à dire dans le temps. Je suis pneumologue. C'est une spécialité qui a une plutôt mauvaise réputation. Mauvaise réputation est issue du fait qu'on s'occupait de la tuberculose. Tuberculose qui était une maladie honteuse. Une maladie honteuse, il ne fallait pas le dire. Et on est issu avec ça d'une culture où on ne disait pas. Hein, on n'était pas trop fiers d'aller au sanatorium ou au préventorium quand on était jeune. On ne le disait pas trop, et on ne disait pas trop que le grand-père avait la phtisie. Hein, c'était quand même pas des maladies joyeuses. Et dans les services de pneumologie, il y a toujours eu des psychologues depuis les années 1900 à peu près. On a senti... Vous ne m'entendez pas? Ouais. On a eu des psychologues très très tôt dans les services de pneumologie. Dès les années 1900, il y avait une notion qu'il fallait accompagner ces maladies honteuses. Les pneumologues, c'est des médecins qu'il ne vaut mieux pas consulter. Dans l'ensemble, ce n'est pas une très bonne nouvelle si vous avez besoin de moi. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on s'occupe de maladies assez difficiles, avec des pronostics assez péjoratifs. Et en plus, on a des pratiques assez douteuses, puisque non seulement on va dans les bronches des gens, mais on va leur montrer directement le cancer dont éventuellement ils souffrent. Mais aujourd'hui, de quoi on meurt? Aujourd'hui, les trois principales causes de mortalité dans le monde sont les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et la BPCO. Mais c'est quoi la BPCO? Personne ne sait ce que c'est que la BPCO. BPCO, c'est l'insuffisance respiratoire liée au tabac, soit dit en passant, comme les infarctus et les AVC. Les cancers, ça vient bien loin derrière, puisqu'après viennent les maladies infectieuses du poumon, viennent ensuite les accidents domestiques, le suicide, enfin les cancers, on meurt beaucoup moins du cancer que de toutes ces maladies-là. Et pourtant, quand on vous dit « Oh, vous avez de l'insuffisance cardiaque », j'ai vu qu'il y avait un collègue cardiologue là-haut, quelque part, on n'a pas vraiment bien réalisé que quand on a une insuffisance cardiaque de stade 4, tu me corriges si je dis n'importe quoi, mais on a une espérance de vie, une médiane de vie inférieure à 1 an. Hein, quand on a une insuffisance cardiaque très grave, inférieure à 1 an, c'est très très grave. Et aujourd'hui, dans le mal à dire, dans le soin, les choses ont totalement changé depuis qu'il y a Internet. Depuis qu'on a l'information, je n'ai pas dit la connaissance, j'ai dit l'information au bout de notre téléphone portable. Je dis un diagnostic, le patient dans la seconde, à peu près, on va dire la minute, mais souvent il l'a fait avant de venir me voir, il est en train de tapoter et de regarder. Ils mettent maintenant leur compte-rendu de scanner dans ChatGPT pour voir ce qu'il en pense. C'est ça maintenant le mal à dire, c'est que nous, on ne va plus devoir... Ce n'est pas nous qui allons avoir du mal à dire, c'est de dire l'inverse de ce qu'a dit l'ordinateur. C'est ça qui va être compliqué. C'est de redresser la vérité. Et c'est le début. Ce n'est que le tout début. Aujourd'hui, notre job, maintenant, c'est de trouver le temps de bien dire plutôt que de dire. Hein, et dans ce trouver le temps de bien dire, il y a la question de comment on comprend, comment la personne va faire face, le coping. C'est-à-dire que, quelque part, dans tout ce qu'on a entendu, l'exemple que vous avez donné, ce dont on a discuté, le rapport qu'ont fait les soignants de Claudius Rigaud à Toulouse, c'est finalement, on est dans une espèce d'anticipation, d'imagination de « Ah, ce patient-là, il va le prendre comme ci, alors je vais lui dire comme ci, et puis ce patient-là, il va le... » Mais on se connaît depuis 10 minutes, 1 heure, peut-être 3 jours, en s'étant vu 3 fois 1 heure. On ne se connaît pas du tout, on n'en a aucune idée, et c'est là qu'on fait des erreurs probablement colossales, c'est là que le travail en équipe est certainement indispensable, mais ça montre qu'on a encore beaucoup à comprendre du retournement des situations qui est lié à l'abondance d'informations, plutôt que de dire qu'on a la connaissance qui va au-delà probablement même de la connaissance scientifique ou médicale et qui va jusqu'à l'idée qu'on saurait comment la personne va faire face à ce qu'on lui dit.
Et dans mon expérience, les annonces les plus difficiles ont rarement été pour le cancer, parce que on ne va pas dire que toute personne n'a écouté Pierre Desproges. Pierre Desproges, il a dit, je le dis clairement, il a dit Noël au scanner, Pâques au cimetière, c'est resté. Hein. Et quand vous allez voir un pneumologue, parce que vous avez fumé 4 paquets de cigarettes par jour, qu'on vous a fait 3 scanners et que vous crachez du sang et que vous avez perdu 15 kilos, vous vous asseyez tous en disant on va faire une consultation d'annonce, on se met toute l'équipe, et on ne dit pas vous avez la grippe. Les patients savent ce qu'on va leur dire, ils le savent très bien, ils ont même tapoté, ils savent déjà exactement quel va être le traitement. On n'est plus là, c'est plus ça. Ça a existé, j'ai connu ça, mais on n'en est plus là, on ne parle plus de ça. Je crois que ce qui est le plus difficile de nos jours, c'est plutôt dans les zones où il y a eu erreur, ou en tout cas il y a eu comme un sentiment d'erreur, il y a eu le sentiment que ça a traîné. Il m'a fait un scanner, il ne l'a pas vu mon nodule. Hein, on m'a fait attendre 3 mois, on m'a fait attendre 6 mois, et maintenant j'ai métastase. Ça, quand la personne l'a compris, et il faut en parler quand même. Hein, mais ça, c'est dur à dire. Ça, c'est très dur à dire. Quand il y a un problème déontologique, c'est très difficile. Ou quand les gens n'ont pas la maladie qu'ils croient avoir, ça, c'est aussi extrêmement difficile. J'ai écouté Sylvie Fabre tout à l'heure. Hein. Il y a une patiente dont je m'occupe. Elle a été envoyée, elle était guadeloupéenne, et elle avait tellement d'asthme quand elle était petite qu'elle a été envoyée à la Bourboule, vous savez, pour faire ses séjours climatiques. Et pendant qu'elle était là, ça allait tellement mieux que je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a été maintenue là, et pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, et puis ses parents, malheureusement, en Guadeloupe, ont eu un accident de voiture mortel. Et donc, elle est restée là. L'asthme lui a pris sa famille, lui a pris son enfance, lui a pris sa vie. Je ne peux pas lui dire qu'elle n'a pas d'asthme, elle n'a pas d'asthme, mais je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire aujourd'hui que la maladie qui lui a pris son enfance, sa vie, ses parents, elle ne l'a pas, ce n'est pas possible. Je ne peux pas lui dire ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Ça, c'est une annonce très difficile. Peut-être toute vérité n'est effectivement pas bonne à dire. Ça tombe bien que ce ne soit pas une maladie dramatique dont elle souffre, c'est plus simple, et que les traitements ne soient pas dangereux, c'est encore plus simple, mais qu'elle ennuie quand même. Dans ces situations, parfois, les difficultés sont aussi liées à beaucoup de croyances parfois très profondes et qui sont très difficiles à changer. Vous vous souvenez quand même de cette histoire d'Andrew Wakefield, la personne qui a inventé l'idée que c'était le vaccin Rohr qui donnait de l'autisme. Hein. On en a discuté encore beaucoup, cette personne qui continue à remplir des stades de foot, alors que dans le même temps, il fabriquait des vaccins séparés avec un gros business pour le récupérer derrière. Cet homme qui est radié de tous les conseils de l'ordre, banni de tout, qui était invité quand même au dîner d'investiture de Donald Trump, soit dit en passant. Mais il a parlé aux gens justement dans le truc qui est difficile à dire à quelqu'un qui a un enfant autiste. C'est ça qui est dur, mais d'où ça vient, les interrogations. Et là, tout d'un coup, lui, il a saisi cette brèche du facile à dire. Il a dit, mais regardez, je vous donne un coupable. Alors qu'on dit, il y a une hérédité dans tout ça, vous savez, il y a des choses. Et tout d'un coup, on donnait une explication tout autre. Quel soulagement, il y avait un plaisir à dire là, pour le coup. Il y a aussi, dans mon expérience, le problème des maladies qui n'ont pas de représentation. Cancer, tout le monde a entendu ce mot-là, tout le monde sait, un cancer. Quand on vient me voir pour des maladies rares, là, il y a moins de connaissances, il y a moins de représentation. Je m'occupe d'une maladie qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, les gens disent, alors qu'est-ce que j'ai? Vous avez une hypertension artérielle pulmonaire? Ah oui, ma soeur aussi a de l'hypertension. Ah ben, quelque part, ça va. Ah, j'ai cru que vous me rassurez, j'ai cru que j'avais un cancer. L'espérance de vie est à peu près d'1 an et demi. Hein. Alors, les gens n'ont aucune idée. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là. C'est une maladie qui existe à peine. Il y en a très peu. Il y en a moins de 1000 probablement en France. Donc, quand il n'y a pas de représentation, c'est à la fois plus dur, à la fois plus facile. Mais attention, Internet va être extrêmement douloureux. Et Internet, c'est toujours. Je ne connais plus de patient qui ne soit pas allé sur Internet. Et si le patient n'y va pas lui-même parce que je ne sais pas me servir de votre machin, la famille y a été pour elle. Et ça va se voir dans les yeux des enfants, des parents, de l'entourage. Ça, c'est certain. Ça, il faut qu'on change ça. Ça, il faut qu'on anticipe ça. De nos jours, avec mon espace santé, les résultats des biopsies arrivent avant qu'on ait vu les patients pour leur dire qu'ils ont un cancer. Hein, ils le reçoivent, c'est d'une violence incroyable. Alors là, il n'y a plus de mal à dire. Là, on y va tranquille. Hein. Vous avez le papier qui arrive, adénocarcinome, dans mon espace santé, et le compte-rendu du scanner qui dit que vous avez des métastases dans la tête, et vous avez rendez-vous avec le médecin qui doit vous faire la consultation d'annonce une semaine plus tard. Voilà, ça c'est dur. Ça c'est très très dur. Et là, on n'est pas du tout dans l'anticipation de ces problèmes-là.
Le problème de la connaissance des internes, du manque d'expérience, c'est certain tous ces événements très durs qu'on rencontre dans notre parcours nous mettent des bonnes claques, comme on dit, une fois à droite, une fois à gauche, et font que certainement c'est de moins en moins dur avec l'expérience, avec le temps qui passe. Certainement c'est moins dur, certainement qu'il y a un apprentissage qui se fait. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre tout à fait toute l'empathie, toute la justesse, la finesse. Il y a de la finesse quand même, hein, et il y a un moment, c'est pas écrit, c'est pas de l'évidence base uniquement. En réanimation, dire à quelqu'un, bah voilà, dans la phase super aiguë d'un choc septique monstrueux, dire ça n'a pas le même poids, et pourtant c'est tout aussi violent, il va peut-être mourir dans 1 heure, j'en sais rien. Hein, dans un purpura fulminance d'une méningite, on ne sait pas, la vie tient un fil demi-heure par demi-heure. Donc, et la violence n'a rien à voir avec celle d'un cancer qui évolue sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est l'inconnu qui est très difficile à dire aussi. Et plus on a d'inconnus, nous, plus on ne sait pas, et plus on transmet quelque chose qui est dur pour le patient, pour nous le rétrocéder probablement aussi, surtout dans les maladies où on connaît très très mal les choses. Et là, notre incertitude est très dure à vivre, et donc très dure certainement à dire. Finalement, vous avez commencé, Pascaline a commencé en disant, on parle beaucoup de la mort, hein, on en parle beaucoup. Quand j'étais en première au lycée avec mon épouse, on nous avait appris une phrase de Bossuet qui disait « On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel soit mort ». On a tous, quand on en discute, quand on est jeune, vers 16 ans, 18 ans, 20 ans, on parle un peu de la mort, en fait. Ah ben moi, j'aimerais bien mourir à 60 ans. On rigole un peu comme ça dans les cours de la fac ou des choses comme ça. On rigole sans rigoler tout à fait. En tout cas, il y a eu des gens qui ont fait des études très sérieuses. Vous savez que Google veut qu'on vive 150 ans, donc ils se sont attaqués au problème très sérieusement. Ils ont fait des sondages sur plus d'1 million de personnes, hein, et vous savez que ces personnes sont équipées maintenant, après avoir donné leur ADN de téléphone, au-delà de connectés, avec tous les objets connectés Google qui existent. Mais ils ont fait des sondages très intéressants sur ce que veulent les gens. Parce qu'avant de vendre un produit, il faut être sûr qu'il ne faut pas leur changer le cerveau pour être sûr qu'ils l'achètent demain. Et pour faire ça, ils ont demandé. Et donc, ce que veulent les gens, c'est un modèle rectangulaire. Je vis parfaitement et je meurs, comme disait Coluche, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Hein, je meurs d'un coup. Voilà, c'est le modèle rectangulaire. Vous aurez tous noté qu'on est tous sur un modèle, en fait, vraiment très triangulaire, d'accord, sur lequel on est sur une pente savonneuse, et pour certains, avec en plus quelques marches d'escalier. Et dans ce côté-là, hein, la question c'est comment vous êtes capable d'en prendre conscience et de l'accepter, et à quel point le moment de la pente, en fait, vous semble acceptable ou inacceptable. Et ce qui est difficile, c'est de comprendre et de discuter avec une personne de s'il évite la trajectoire qu'il s'est imaginée. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Quelle trajectoire vous avez imaginée pour vous? Et à quel moment je peux vous dire, vous êtes en train de dévier de votre trajectoire, il faut que vous y retourniez. C'est peut-être vrai dans les maladies chroniques, je crois que c'est un peu vrai dans le cancer, je pense qu'en tout cas dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance respiratoire, dans le diabète, je pense que c'est très juste comme ça, c'est de dire à quel moment vous êtes en train de glisser trop vite, à quel moment la réhabilitation doit revenir, à quel moment vous devez casser un cercle vicieux. Je veux dire par là qu'à un moment, quand on est en train de s'apercevoir de ça, qu'on s'aperçoit que le dialogue est difficile, c'est des deux côtés, hein. Entre écouter et entendre, il y a une différence énorme, je ne vais pas revenir sur ce point-là, c'est le moment de la recherche. Je ne peux pas faire une intervention comme ça sans parler de recherche. Quand on dit à quelqu'un, vous êtes sur une pente savonneuse, vous avez des métastases, vous n'avez plus beaucoup de place pour des nouveaux traitements, c'est le moment d'intégrer de la recherche, c'est le moment de la comprendre, parce que ce n'est que vertueux. Ça veut dire, si vous avez encore envie de quelque chose, c'est le moment d'essayer des nouvelles thérapeutiques, c'est le moment d'essayer des nouvelles prises en charge qui n'ont peut-être rien de médicamenteuse, c'est le moment d'essayer des nouvelles façons d'être suivi au quotidien par des objets connectés, parce que la recherche impose d'être au ce qu'on appelle best standard of care. Vous aurez quelque chose en plus du meilleur soin actuellement disponible. On ne peut pas faire mieux que votre soin actuel. On se place d'emblée dans cette situation de vous êtes sûr d'être là au mieux, donc la recherche vous propose d'aller encore au-delà. Et c'est une question fondamentale aujourd'hui de la proposer à tous. On s'aperçoit que la recherche n'est offerte qu'aux gens comprenants. Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle exclut énormément les gens en situation de précaire, les gens à faible niveau socio-économique,
et un peu les gens qui ont un niveau d'éducation qui n'a pas été bon. C'est un plaidoyer pour qu'il y ait une éducation pour la santé en France et un plaidoyer pour qu'on n'oublie pas que derrière le mal à dire, il est tellement plus facile quand on a quelque chose à proposer. Donc si on fait de la recherche, on a des choses à proposer et c'est beaucoup moins dur à dire. Voilà, merci beaucoup. Donc, bonjour, je m'appelle Leslie Landriot et je suis psychologue et je suis aussi donc patiente partenaire depuis cette année. Et Pascaline m'a demandé donc de me donner mon avis sur les termes qu'on peut utiliser maintenant, type personne à mobilité réduite au lieu de personnes handicapées ou en situation de handicap par exemple, etc. Je tiens à préciser que je vais parler de mon point de vue, qui est le point de vue d'une personne qui a un handicap extrêmement visible et extrêmement lourd, avec une situation de dépendance, etc. Et que de fait, des personnes peut-être avec d'autres formes auront un avis différent. Par ailleurs, je suis plutôt tranchante comme personne, et donc mon avis me correspond aussi. Je pense que ce n'est pas une évolution. Je pense que c'est des euphémismes qui servent à se donner l'impression qu'on fait quelque chose sur un sujet sur lequel on n'a pas fait grand-chose depuis bien trop longtemps. Notamment, le premier exemple qui me vient, c'est de dire de quelqu'un qui est aveugle, qu'il est malvoyant, il ne voit pas mieux. Il ne voit pas mal, il ne voit pas du tout, et c'est un fait, et changer le fait, ne change rien du tout. Une phrase qui, moi, me met hors de moi régulièrement dans mon quotidien, c'est quand des personnes que je côtoie depuis longtemps, qui me connaissent, et qui me voient du coup tous les jours, m'invitent dans un lieu inaccessible, et ont comme excuse « Ah oui, mais je t'aime tellement que je ne me rends plus compte de ton handicap. Si tu m'aimais tellement, tu aurais pitié pour ma vessie et tu m'inviterais dans des lieux où il y a des chiottes accessibles. » C'est ce que j'en pense. Par contre, je pense qu'il y a des contextes où c'est utile, ces termes-là. Je pense notamment dans un environnement qui est politique. La situation de handicap, ça permet d'insister sur une chose, c'est que c'est la situation le problème. En pointant ça, ça permet de rappeler la responsabilité de l'État à offrir des compensations et proposer des choses. Par contre, il ne faut pas que ça soit une stratégie pour se donner bonne conscience. Je pense à ça, un exemple qui est mon exemple de psychologue dans l'insertion et plus un exemple de personne handicapée. On a appelé les femmes de ménage des techniciens de surface. C'est toujours des femmes, elles font toujours le ménage, elles sont toujours mal payées. Et globalement, le fait qu'on ait rajouté une technicité qui est juste apparente a juste complexifié l'accès au métier, qui était bien un des seuls que les personnes sans qualification pouvaient faire. C'est aussi un des points de vue. Et j'aimerais insister aussi sur l'impact que ça fait. Globalement, du coup, ce que j'ai l'impression, moi, c'est que tous ces termes-là, ils servent à consoler les valides, à leur éviter le fait que ce soit violent, les termes. De rendre un peu plus policé, un peu plus sage, un peu plus joli à dire. Moi, ça ne change pas mon quotidien, qu'on change la manière de m'appeler. Par contre, vous trouvez ça moins horrible de ne pas voir, d'appeler protection une couche. Ça vous permet de ne pas vous imaginer adulte dans un lit à porter des couches. C'est un peu mon point de vue. Et ensuite, j'ai un point de vue qui est aussi médical, parce que j'ai des exemples familiales sur le fait que enjoliver les termes, c'est risquer d'entraver la compréhension. Parfois, c'est plus simple de dire les choses crûment et ça apporte vraiment à d'autres problèmes, le fait que les choses soient mal comprises. J'ai donc, moi, une paralysie cérébrale. C'est un handicap courant qui est une séquelle de prématurité courante, et sauf que ça date des années 96. À l'époque, ce n'était pas franchement bien pris en charge, bien traité, bien identifié. Le récit parental, et j'insiste sur ce que je vais raconter là, c'est le récit familial de ma naissance et de mon existence. Si ça se trouve, il s'est passé complètement autre chose. Je ne sais pas, j'y étais pas. J'étais occupée à devenir bleue dans une couveuse. Mais voilà, justement, l'exemple. Donc j'ai fait plusieurs apnées en couveuse récurrente et
régulière. Et en sortant de la néonatologie, quand j'ai atteint le poids et la taille, etc., ils ont dit à mes parents, par contre, elle aura peut-être un léger retard pour la marche. En tout cas, c'est ce qu'ils disent qu'on leur a dit. Du coup, ma maman, quand j'ai eu 5 ans, s'est quand même dit que là, le léger retard, il commençait à être tardif. Donc, elle a pris son petit avion en PACA, moi dans les bras, et nous sommes allés à Necker. Parce que Necker, pour les parents qui cherchent de la pédiatrie, soi-disant, c'est mieux. Et donc, il a été voir un neuropédiatre qui, lui, avait les infos et pensait qu'elle les avait aussi. Et donc, il a dit à ma mère, mais quand elle lui a demandé, est-ce que vous pensez que ma fille va marcher un jour, lui savait que la réponse, c'était jamais. Il lui a répondu, mais madame, vous croyez encore au Père Noël? Et un autre exemple, peut-être plus léger, mais tout aussi handicapant, si je puis dire. Du coup, comme on a dit à mes parents que j'allais marcher plus tard, quand j'étais petite, et que mon papa a eu l'opportunité d'acheter pas cher du tout un appartement au 2e étage sans ascenseur, il l'a acheté. Il ne s'est jamais occupé de moi sur toute la période où je n'étais pas adulte pour avoir un propre appartement accessible. On se disputait régulièrement à cause de ça. Toute ma famille se déchirait à cause de ça. Et quand on lui demandait, voyons quand même, c'est une drôle d'idée, qu'est-ce qui t'a pris? Et il répondait, le plus naïvement du monde, oui, mais à cette époque, je pensais que tu allais marcher un jour. Point. Aujourd'hui, mon père vit toujours dans un 2e étage sans ascenseur. Il vieillit, devient dépendant. S'il a besoin d'aide ou de quoi que ce soit, je ne pourrais même pas y aller et m'y rendre pour filer un coup de main. Donc je pense que c'est important de respecter les temporalités des gens et que si les gens eux-mêmes utilisent ce genre de termes édulcorés, peut-être que ça soigne leur déni et que c'est important pour eux. Par contre, s'ils ne le font pas, peut-être que ce n'est pas utile de le faire aussi parce que c'est juste politique et ça ne va pas forcément changer les choses. Personnellement, une des questions de Pascaline, c'était est-ce qu'il y a des mots qui t'ont blessé? Je n'ai pas ce souvenir. Enfin, je suis plutôt cynique, j'aime bien l'humour noir. Je n'ai pas l'impression d'être blessée par des vannes ou de l'autodérision ou des mots un peu mesquins, ou alors je ne m'en rappelle pas. En revanche, je suis blessée par les actes. J'ai été blessée quand, pendant mes études de psychologie, un jour, qu'un médecin que j'aimais beaucoup et pour qui j'avais de l'estime en cours m'a dit qu'elle ne me prendrait pas en stage parce qu'elle était persuadée que j'allais faire peur aux enfants. Ça, c'est blessant. Le fait qu'on dise de moi que je suis infirme, à mobilité réduite, ou que d'autres, ça ne change pas forcément ma vie quotidienne. Moi, j'étais vraiment intéressé par l'enquête que vous avez réalisée sur les soins palliatifs. C'est clairement le mot le plus tabou, le mot le plus fort. On est probablement en soins palliatifs le jour où on est, quelque part. Le mot en soi est très difficile à dire. On parle de soins de support. Mais pour les médecins, souvent, c'est quand même considéré, en tout cas dans le sens du mot, comme une forme d'échec pour le médecin, une forme de renoncement. C'est pour ça que ce mot est tellement plein de connotations, et c'est probablement pour ça, en tout cas, c'est une des explications qui me vient, en tout cas pour moi, qui vois le cancer sans le manager moi-même, c'est qu'on voit des patients qui sont à des situations totalement dépassées, c'est une évidence pour tout le monde, sauf peut-être pour les soignants immédiats, ou en tout cas pour le thérapeute, j'ai envie d'appeler comme ça, qui est en charge, alors que c'est évident pour tous les paramédicaux et la famille elle-même, c'est-à-dire que finalement, il n'y a même pas d'incompréhension. Est-ce que vous avez fait la même enquête auprès de médecins, finalement? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Non, on a décidé, vu la littérature aussi bien en France qu'ailleurs, il y en a énormément sur les médecins. Par contre, je peux vous donner le titre. Le premier texte que j'ai vu en français sur les médecins en France, c'était en 2016. Et c'était fait par un médecin réanimateur avec une sociologue et un anthropologue. Donc ça sortait et ça touchait les sciences sociales. Et qui était l'idéologie thérapeutique. Il y avait 18 oncologues, hommes, femmes, jeunes, vieux.
Et c'est des moite-moite. La moitié, c'était en 2016, la moitié était dans un continuum et l'autre moitié, c'est un échec, donc qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, exactement ça. Mais c'était le premier texte que j'ai vu en France sur les Français en 2016 seulement. Dans la littérature anglo-saxonne, il y en a depuis un certain temps. Et donc, il y en a tellement sur les médecins qu'on a dit, c'est pas la peine de réinventer la roue, encore une fois, de regarder que pensent les médecins, les jeunes, les vieux, les internes, plutôt les IDE, parce qu'il y avait vraiment très peu, aussi bien en anglais aussi, très peu sur les infirmières et les aides-soignants. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on va regarder. La notion dans la littérature en français sur le plan de soins palliatifs, ça insiste sur la notion d'équipe. L'équipe, c'est pas que le médecin, il y a les autres. Et donc, que disent les autres? Et cette notion de teamwork qu'on voit partout, de travail en équipe, c'est important. Et cette notion de souffrance professionnelle au sein de l'équipe, au sein des internes aussi, parce que bon, je n'ai pas donné les exemples, d'autres exemples, mais plusieurs infirmières plaignaient les internes qui étaient coincés parce qu'ils ne savaient pas comment faire, et elles ressentaient les difficultés des jeunes médecins et des internes qui ne savaient pas comment faire. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, il y a suffisamment sur le médecin, on va regarder d'autres membres de l'équipe. Moi, j'aurais aimé avoir quelques précisions sur cette question. À quel moment vous avez dévié de la trajectoire imaginée? Ça m'intéresse, mais quel est l'intérêt pour le médecin de savoir ça? Merci beaucoup. Ma compréhension, c'est très personnel, je ne dis pas que j'ai raison, c'est très personnel, mais ma compréhension, c'est qu'à un moment, on fait la démarche d'aller voir quelqu'un d'autre. On se met d'emblée dans une situation d'une relation tout à fait anormale. La relation médecin-malade est une relation totalement biaisée, puisqu'il y en a un qui vient en disant qu'il n'est pas bien et qui ne sait pas pourquoi, et l'autre qui se met dans l'autre situation, qui dit « je sais tout ce que vous avez et je ne vais même pas vous l'expliquer ». Et c'est très particulier cette démarche, et très souvent dans un motif de consultation, il y en a un autre. Je pense que tous les médecins qui sont là savent qu'on a rarement le premier motif de consultation, je tousse, je suis fatigué, qui traduit qu'il y a un moment dans notre, je ne sais pas comment on dit, notre perception de nous-mêmes, on se sent dévié de cette trajectoire-là. Et il y a toujours quelque chose qui vous pousse. Alors, c'est encore peut-être un peu biaisé par les positions qu'on utilise, qu'on occupe d'hospitalo-universitaire dans une institution qui est qu'on vient en 3e, 4e recours, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose dans cette démarche-là qui est de l'ordre du non-dit, peut-être du non-verbalisé, c'est peut-être assez inconscient ou mal conscient, mais en tout cas, il y a bien quelque chose. Et là, ça ne va plus. Alors, souvent, il n'y a pas vraiment un symptôme très bien identifié. Là, ça ne va plus. C'est ça que je pense que les gens entendent par « je suis en train de dévier de ma trajectoire ». C'est à nous de l'analyser. Et ça pose la question de est-ce que je vieillis normalement ou est-ce que je ne vieillis pas normalement. Et là-dedans, comme quelque chose de difficile à dire, ça c'est très difficile à dire, vous vieillissez trop vite. Vous allez faire un petit vieux à 60 ans, ça c'est très très dur à dire, c'est pourtant très vrai. Hein. Moi je m'occupe d'une maladie, la BPCO dont j'ai parlé, est une sénescence accélérée. Ben, c'est très dur de dire aux gens, ben, vous vous rendez compte, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, vous avez de l'ostéoporose, vous avez de l'hypertension, de la dysfonction diastolique du ventricule gauche, vous êtes dans une forme de vieillissement prématuré, c'est très compliqué. Hein. Et il y a l'héritabilité là-dedans, qui est une deuxième aspect qui est très très dur à dire. Je tourne un peu vers Isabelle qui fait de la génétique, mais je m'occupe aussi d'une autre maladie où on ne fait que ça, on ne fait que suivre la trajectoire du souffle. Comme ça, et on regarde à quelle vitesse elle décline du physiologique. On perd normalement 30 millilitres de souffle par an, et nous on regarde la vitesse à laquelle les gens déclinent. On est vraiment dans cet échappement de trajectoire. Et dans cette maladie-là, il y a une forte composante génétique, et on organisait des réunions patients pour parler des nouveaux traitements, enfin un peu comme une assemblée comme ça avec tous les patients qui souffrent de cette maladie-là. Et les seuls qui sont venus, c'est ceux qui avaient la forme avec mutation génétique parce qu'ils avaient peur de transmettre ça à leurs enfants. Il n'y avait pas d'autre moteur, c'était pour entendre est-ce qu'ils vont avoir la même maladie que moi, qui est incurable, etc. Et donc, dans cette notion de trajectoire, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que j'aurais envie
de dire qu'on doit enseigner, c'est à quel moment on dévie. Quelle doit être une trajectoire et à quel moment j'en dévie. Je crois que ce serait ça. Et c'est une réflexion qu'on doit avoir chacun, hein, et qui n'est pas si compliquée à mon avis. Ça pose question parce qu'on parle beaucoup de l'annonce, mais dans les maladies chroniques, ce n'est pas seulement le moment de l'annonce qui fait dévier la trajectoire. C'est les conséquences qu'on n'imaginait pas et qui se présentent ultérieurement. Dans beaucoup de cancers, ça s'applique aussi. Hein. Oui, mais de manière générale, je pense, et là je parle aussi en tant que bénévole de l'association où je suis, qui soutient accessoirement les anglophones atteints de cancer, c'est une question d'écoute et de changement de paradigme où c'est de vraiment savoir, comprendre, écouter l'autre. Et ça, il y a des formations. Comment écouter? Comment prendre les mots-clés dans le discours du patient pour piger là où il faut aller. Et ça, c'est une formation. On peut apprendre ça. C'est clair. Oui, je voudrais ajouter un élément qui me paraît intéressant dans notre discussion sur le mal-à-dire du côté des patients. Tu me demandais tout à l'heure, dans ton introduction, et les psys dans tout ça, à quoi ils servent. Oui. Ils servent à une chose assez simple, ils servent à écouter la plainte. Voilà. Et l'autre jour, une de mes collègues me racontait qu'elle travaille maintenant en libéral, elle a un patient qui se présente à elle pour un premier rendez-vous, 45-50 ans, et donc elle lui demande pourquoi il vient, il a sollicité ce rendez-vous avec elle, qui est psychologue psychanalyste, et il lui dit, ben voilà, je sors d'une très longue maladie qui était très grave, j'ai eu un cancer très grave, j'ai été soigné par une équipe médicale et soignante remarquable, avec des gens qui ont pris soin de moi chaque jour en faisant attention à ce que je ressentais, etc., qui s'enquéraient des meilleurs traitements possibles pour ma maladie. J'ai eu une famille qui m'a accompagné de façon exemplaire, ni trop près, ni trop loin, présente, attentive, vraiment toujours à mes côtés. Alors je suis venu vous voir pour me plaindre. Parce qu'on ne se plaint pas à des gens qui sont aussi attentionnés à votre égard. Voilà. La demande, elle peut être là aussi. Voilà. La difficulté de parler et de dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que j'entendais aussi dans mon propos. Qui veut prendre la parole? Oui. Il y a des patients qui me disent même, oh, enfin, ou qui racontent en tout cas, non, je n'ai pas voulu demander à mon médecin, je ne voudrais pas le mettre dans une situation, le mettre mal à l'aise, qu'il soit obligé de me dire que je vais mourir, enfin, non, mais je ne veux pas l'embêter, quoi. Je sais que ça va, je sais qu'il va être mal à l'aise, je sais très bien où j'en suis, donc je ne lui ai pas demandé. Il y a des patients qui c'est ça. Mais je ne sais pas, mais ça prouve qu'en tout cas, le mal-à-dire, il est un peu, entre guillemets, convenu, au sens, pas au bon sens, il est un petit peu, il est un peu suranné, voilà le mot qui me vient là, c'est-à-dire qu'il est un peu d'un autre temps, au fond. Aujourd'hui, l'information est partout, la mort est partout, alors on n'y fait presque plus attention. Si vous écoutez France Info, c'est le supermarché de la mort. Alors 50 à gauche, 100 à droite, une inondation, une guerre. Donc c'est vraiment... Et puis le cancer, et puis... Enfin, la mort est partout. Donc aujourd'hui, un peu cette espèce de retenue est presque un peu mal placée. Enfin, je crois qu'elle n'y est plus. Ou alors j'entends, il y a des situations encore un peu vraiment dingues, situations dramatiques. Je comprends très bien, suraigu, là... Mais je crois qu'aujourd'hui, surtout, c'est que si on reprend l'histoire du paraplégique qui est là, mais il le sait très bien. D'un certain point de vue, il le sait très bien. Et vous êtes mal à l'aise parce que lui-même est mal à l'aise et qu'il a besoin de se plaindre à quelqu'un parce que tout le monde est tellement gentil qu'il faut exprimer quelque chose. Mais il le sait très bien et il le savait très bien. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Il savait très bien qu'il n'en marcherait plus. Et ça, c'est vraiment le moment où, en fait, c'est le truc de la sincérité, c'est que c'est plus facile, je crois, d'être sincère avec quelqu'un d'autre qu'avec soi-même. Et c'est ça le moment difficile, c'est le moment de vérité. Oui, il y a parfois aussi des situations où on ne sait pas ce qu'il faut dire.
Moi, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un patient qu'on avait reçu qui assistait au match de judo de son petit-fils. Et puis, il fait une crise d'épilepsie dans les gradins, il tombe. Il se trouve qu'en tombant, il se fait une fracture du rachis cervical et qu'il est tétraplégique. Il arrive dans notre service de réanimation, un peu précaire sur le plan respiratoire, mais pas intubé, pas ventilé. Et puis, on se pose la question, ce patient, pourquoi il a fait une crise d'épilepsie? Et donc, on lui fait un scanner et on tombe malheureusement sur une tumeur cérébrale, un gliome de haut grade, très envahissant, sur lequel il n'y a aucun traitement possible. Et donc, la discussion dans le service, c'est qu'est-ce qu'on va dire à ce patient? Clairement, on se dit, de toute façon, on ne l'intubera pas. Ça n'a aucun sens, puisqu'il ne sortira pas de la réanimation, la tumeur le rattrapera, parce que quand on intube un tétraplégique, on part sur des mois, en général, des semaines et des mois de réanimation, donc la tumeur le rattrapera. Donc, donc ça, on avait acté, mais qu'est-ce qu'on lui dit à lui? Et la famille, elle nous dit surtout, on lui avait annoncé, elle dit surtout, vous ne lui dites pas qu'il a la tumeur cérébrale. Et donc, on se posait la question, et finalement, on disait, mais oui, mais ce patient, il faut quand même qu'à un moment, alors peut-être pas lui dire qu'il a la tumeur cérébrale, mais qu'il va possiblement mourir, parce qu'il a peut-être des choses à dire à ses proches, donc on ne peut pas lui cacher que potentiellement il peut mourir. Mais en même temps, aller lui annoncer qu'il a une maladie dont on est sûr qu'il va mourir, est-ce que ça ne va pas lui rajouter de la souffrance à la souffrance? Et donc finalement, ce qu'on a convenu, c'est qu'on lui a expliqué que sa maladie, sa fracture était très grave, et que probablement, vu l'âge qu'il avait, que si jamais il se décompensait, ça semblait déraisonnable d'avoir à l'intuber, et on ne lui a pas dit qu'il avait un cancer, et au bout de 3 jours, il a fini par se décompenser. On lui a mis une sédation profonde et continue, il est parti entouré de ses proches. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que ce cas, je l'ai rapporté à un congrès d'éthique où j'ai exposé aux gens et en leur demandant qu'est-ce que vous auriez dit. Il y a la moitié de la salle qui aurait dit qu'il avait un cancer et il y a la moitié de la salle qui a dit non, on aurait fait comme vous. Donc c'est juste pour dire que c'est pas toujours simple. Moi, je te remercie beaucoup, Pierre-François, de ramener ce cas clinique parce qu'il est passionnant. Et on pourrait se dire que si on avait la possibilité d'échanger avec un tel patient, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à ce qui peut apaiser ce patient-là. Et dans ce qui pourrait l'apaiser éventuellement, il y a l'idée que pour lui, alors qu'il assistait au match de judo de son petit-fils, d'avoir un malaise et de tomber dans les tribunes et de, je dirais d'une certaine façon, de mettre de la dramaturgie là où il ne voulait pas qu'il y en ait, ça pouvait être culpabilisant. Et que peut-être effectivement, dans les arguments qui pourraient soutenir le fait de lui dire, le fait de savoir que ce n'était pas de sa faute s'il était tombé et s'il s'était fait cette fracture du rachis, mais de la faute d'une maladie qu'il avait en lui et contre laquelle il ne pouvait rien et qu'il n'avait absolument pas évidemment invité dans son corps, c'est quelque chose qui aussi pourrait être un argument de réassurance dans ce qu'il avait à vivre les derniers jours par rapport à son petit-fils, tu vois. Et donc je trouve que ça peut nous amener comme ça à une multitude de possibilités qui ne trouvent leur résolution que si on a la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre et d'en savoir un peu plus sur ce qui est important pour lui. Donc, 2 choses. D'une certaine façon, vous avez tous dit, sans le dire vraiment, que la chose qui compte, c'est quand même qu'on utilise le langage du patient, c'est-à-dire qu'on l'écoute, mais qu'on lui demande à lui de choisir les termes. Dans l'annonce du cancer, dire pour moi qui ne suis pas oncologue, mais dans un service de médecine interne, on reçoit n'importe quoi, on va dire ça de façon grossière, et donc on va trouver des gens, à partir d'un moment dans l'exploration, c'est évident qu'on parle de ça. Il y a quelque chose là, il y a un temps, il y a un moment où chacun sait un certain nombre de choses. C'est au patient de décider le mot qu'il veut mettre dessus. Je n'ai pas suivi tous les jours les gens qui avaient un cancer, en fait. Il y en a qui ont parlé à tort et à travers mon cancer, et d'autres qui n'ont jamais utilisé le mot, alors qu'ils savaient très bien de quoi on parlait. Quand les oncologues parlent du cancer, c'est gentil. Enfin, si vous ouvrez la porte de l'Institut du cancer, vous savez que vous n'êtes pas là pour la bronchite chronique. Ça, c'est le premier point sur le langage.
Et ça rejoint aussi ce qui a été dit sur les mots sur le handicap, etc. On peut dire c'est quand même c'est à chacun de dire le vocabulaire qu'il veut utiliser. L'autre chose, c'est le symptôme. Je voudrais en parler parce que je pense que c'est une des inquiétudes majeures qu'on peut avoir dans la formation des médecins à l'heure actuelle, parce qu'ils ne voient plus de malades, ils ne savent plus ce que c'est qu'un humain qui souffre, qui a besoin de voir quelqu'un d'autre pour lui dire je me sens mal, j'ai ceci, j'ai cela, et est-ce que vous avez une réponse à me donner? J'ai une question, est-ce que vous avez un élément de réponse? La seule légitimité d'un soignant, c'est que quelqu'un vienne le voir en lui disant est-ce que vous pouvez prodiguer des soins et du soin? Alors, si on a les symptômes, que ce soit l'essoufflement ou autre chose, on a quelque chose qui est déjà en commun. Alors que si vous mettez tout de suite une étiquette et vous dites voilà, je parle du diabète, je parle du gliome infiltrant, tout ça, vous parlez hors sol. Et si on n'apprend pas à revenir aux symptômes, dire, comme le XVIIe siècle, si le âme m'a rappelé que voilà, la maladie, ça se définit d'abord par les symptômes, et non pas par les molécules et pour les machins comme ça. Et ça me paraît assez critique. Alors, puisque j'utilise le mot symptômes, je veux dire, autrefois, on parlait très bêtement des traitements curatifs et des traitements symptomatiques. On a inventé l'euphémisme de soins palliatifs et maintenant on est coincé dans une impasse parce que ça représente des choses qui sont en grande partie des euphémismes. Quelle est la différence fondamentale entre les traitements symptomatiques et les traitements palliatifs? Zéro. C'est-à-dire, si on s'occupe du mode de vie du patient qui vous pose des questions, on s'occupe de ce patient. On n'a pas les moyens de soulager les symptômes. Pourquoi appeler ça palliatif? On peut parler de durée de vie, c'est autre chose. Quelqu'un qui m'a... Ah, je voulais rebondir du coup sur cette chose-là de laisser les patients choisir. Moi, ce qui me vient aussi, c'est de se rappeler que ça peut changer. On a un débat interne dans la communauté des handicapés, si je peux dire ça. On a toujours ce débat de oui, mais toi, t'as un handicap visible, c'est chouette parce qu'au moins on te reconnaît dans ce que tu vis, etc. Donc, moi, j'ai un handicap invisible, on me dit toujours que j'ai rien. Oui, d'accord, mais toi, moi, j'ai un handicap tellement visible qu'on me discrimine avant même que j'ai pu en me dire ouf, toi, c'est bien mignon que tu puisses le cacher de temps en temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, je pense, et c'est quand même un des sacrés avantages du cancer, quand on n'en est pas encore à la période du palliatif, c'est qu'à un moment donné, on peut choisir, quand on va bien ce jour-là, de vivre comme si on n'avait pas de cancer. Et pour ça, il suffit juste de ne pas dire le mot cancer pendant la journée entière. Et je pense qu'il faut laisser quand même la possibilité aux gens de faire ce choix-là à des moments déterminés et distincts de leur vie où ils peuvent le choisir. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que j'étais pédiatre il y a 20 ans, et j'ai eu la responsabilité d'une cohorte d'enfants atteints du VIH-Sida à une époque où il n'y avait pas encore de traitement. Et l'annonce était, comme a dit Laurent, à plusieurs niveaux. Les parents, bien sûr, mais les parents, c'était souvent la mère qui amenait son enfant, son bébé, pour savoir s'il était contaminé ou pas, alors qu'elle-même savait déjà son diagnostic. Mais il y avait une chose qui était très très difficile pour l'équipe, parce que je travaillais avec une psychologue et une équipe de puériculture aussi très, très, très bien formée, c'était le fait que les parents refusaient toujours que l'on parle de la maladie aux enfants, quel que soit leur âge. Même si c'était des adolescents, j'avais l'interdiction formelle de la part des parents de dire quoi que ce soit aux enfants. Ça venait, c'était pour plusieurs raisons, mais certainement de la culpabilité, vous savez, d'avoir transmis
cette maladie à leur propre enfant, et une maladie qui était encore toujours mortelle. Ça a changé quand les traitements sont arrivés, et là on pouvait effectivement avoir un dialogue avec les enfants beaucoup plus sincère. Et ce dont je me suis aperçue en faisant dessiner les enfants, parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour ça, c'est qu'ils étaient parfaitement au courant. Ils étaient parfaitement au courant et ils dessinaient dans des petits VIH qui avaient la forme d'oiseaux souvent, ou même l'un d'entre eux m'a dessiné le lymphocyte avec le virus qui voulait rentrer dans le lymphocyte, alors que c'était un enfant qui n'avait même pas 10 ans. Donc, et il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là, donc je ne sais pas où il avait trouvé ça, mais il l'avait certainement trouvé. Et c'était très intéressant de pouvoir parler avec les parents des dessins de leurs enfants, pour leur dire, vous voyez, il y a quand même un dialogue possible à partir de ce qu'ils vous disent là, de ce qu'ils vous ramènent. Donc, quand vous voudrez, je pourrais leur en parler. Mais si vous pouvez faire la première démarche, ça serait aussi bien. Voilà, on avait cette triangulation tout à fait intéressante. Alors, je ne sais pas si Laurent a eu la même chose avec le problème du cancer chez les enfants. Je crois que c'était très spécifique du sida. Oui, mais pour certains cancers, c'était exactement la même chose et les parents, certains nombre de parents, au départ, disaient au pédiatre, on ne veut absolument pas que vous prononciez ce mot à notre enfant. Alors on faisait ce que dit M. Epstein, c'est-à-dire qu'on partait de ce que nous disaient les parents. Voilà. Et là, c'est très joli, cette histoire de dessin. Alors nous, dans notre service, comme les enfants sont hospitalisés, que pendant leur phase de traitement, ils courent dans les couloirs, ils vont à la salle de jeu, etc., on prévenait rapidement les parents que quand ils ne voulaient pas qu'on parle du mot cancer, ceux qui allaient être les annonceurs, c'était les enfants. Parce que dans la salle de jeu, j'ai vu un certain nombre d'enfants dire à l'autre, et toi, tu es là pour quel cancer? Donc, partant de ce que nous disaient les parents et leur disant ce qu'on vivait dans le service, on essayait de cheminer ensemble pour voir ce qui allait pouvoir être partagé. Voilà. C'est là où ça prend la tournure d'un jeu de dupes. Juste pour rajouter un peu à l'expérience de Joël Nicolas, parce que moi j'avais appris les ados après qu'elle ait eu les petits, quand ils survivaient. Mais je dirais moi que la maladie du sida, parce qu'on a l'impression qu'on parle des soins palliatifs que depuis 2016, c'est bien antérieur bien sûr. Et en matière de sida, en fait, je dirais que c'est les patients qui ont guéri les médecins. Ils les ont guéris de 2 maladies graves. La première, c'était la langue de bois, et la deuxième, c'était le délit de fuite. Je pense que vous avez raison, et j'insiste sur le fait qu'à mon avis, les temps changent par l'abondance et la disponibilité de l'information. Mais on a connu des services où même en staff médical, il était interdit de prononcer le mot cancer. Il fallait utiliser des abréviations. Il y avait des noms de code pour ne pas dire le mot cancer. Entre médecins, c'était juste invraisemblable. Donc, c'était vraiment les maladies honteuses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on est encore là. Et dans les maladies héritables, il y a cette notion, on parle beaucoup de la transmission mère-enfant, mais dans tout ce qui a une héritabilité, on sent que là, c'est vraiment un point d'achoppement où c'est très dur à dire, et des deux côtés. Je m'occupe de patients qui ont des maladies à forte héritabilité, qui n'ont pas dit à leurs enfants. Hein, et pour le coup, la loi me permet qu'à moitié vraiment d'aller jusqu'au bout, d'aller parler aux enfants directement. Hein. Ils ne sont pas patients, ils n'ont pas de symptômes. Malheureusement, c'est des maladies où en plus l'histoire est écrite, il y en a à pénétrance complète, donc la maladie, l'histoire est écrite. Mais là, on a un petit vide juridique dans le maladie, là, c'est même pas que c'est le droit à dire, là, c'est encore un cran au-dessus et qui est très difficile. Une situation complète. Mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Après, je vais juste bien prendre un exemple qui va un peu dans le sens de celui qu'a présenté Pierre-François. On s'occupait d'un patient qui nous a fait beaucoup de mal dans le service, on en parle encore régulièrement. Un patient qui souffrait d'une fibrose pulmonaire, donc une maladie vraiment dramatique, avec une évolution très rapide, donc à peine 64 ans exactement. Et il s'est passé une chose, c'est qu'il est rentré avec des traitements, ce qui l'a poussé plutôt bien jusqu'à 65 ans, qui est l'âge limite pour être greffé des poumons.
Et à partir de 66 ans, là où on ne peut plus parler de greffe, il a commencé à rentrer dans les critères où il avait fallu une greffe. Donc il y a eu déjà un moment difficile dans nos décisions d'avoir instauré des traitements symptomatiques, de l'avoir poussé jusqu'au-delà de la limite du traitement qui éventuellement était le seul traitement utile. Bon, la greffe des poumons, c'est pas la greffe du rein, hein, c'est aussi une aventure, c'est une maladie comme on dit souvent entre nous, enfin tout de même. Et puis malheureusement, et c'est quelque chose qui arrive dans l'évolution de cette maladie, il a développé un cancer du poumon sur cette fibrose, dans ces zones de fibrose. Et ça a été d'autant plus compliqué que c'est pas nous qui le lui avons dit, mais c'est lui qui nous l'a dit. Il nous a dit, n'est-ce pas que j'ai un cancer du poumon en plus? Vous voyez effectivement grossir un nodule sur ce poumon, cet homme étant, de par sa maladie, inéligible à aucun traitement. Comme ça, et pour le coup, une fois qu'on vous a dit ça, la sincérité est de mise. N'empêche qu'il s'est suicidé et que sa femme l'a ramassé, et je vous passe les détails sordides, et qu'on a eu beaucoup de difficultés à nous remettre de cette... ou excès de sincérité, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise décision, mais en tout cas, les conséquences ont été familialement vraiment terribles, et je vois encore ces gens, et personne ne s'en est vraiment remis, en tout cas de l'acte et de la manière dont ça... Et donc, il faut aussi par moment, et ça a été dit à plusieurs moments, et ce que dit Jean, ce que dit tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des langages, il y a des moments, mais il y a des moments où les situations sont telles que les gens sont capables de dire, n'est-ce pas que, et qu'avons-nous comme option? Il y a des moments où l'excès de sincérité, enfin, en tout cas la sincérité à tout prix, peut avoir un prix à payer, un certain prix à payer, voilà. J'ai entendu, ça a été dit. On peut toujours, à ce moment-là, plutôt que de dire oui, mettre beaucoup de choses dedans. Hein, après, il avait de toute façon, voilà, il était au bout de ce qu'il pouvait entendre. Après, dans l'autre excès, il y a aussi qu'à un moment, ça devient inaudible. Je continue dans les exemples familiaux, mais un exemple de cancer où la personne qui fait l'annonce dit tout, alors remarquable, comme on dirait quand il a fait les cours de consultation d'annonce avec tout ce qu'il s'apprend hein, pour bien dire, bien utiliser. Bon, il a coché tous les points, hein, mais la personne est sortie en disant c'était super, hein, mais j'ai quoi alors? Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment comme ça. Hein, donc il y a aussi dans le fait de bien faire qu'il y a un moment où on a trop enrobé peut-être. J'ai pas la réponse, je ne veux pas donner de leçon non plus. Merci. Je veux vous remercier pour la qualité de vos interventions, c'est très très enrichissant. Je notais ce que vous avez dit tout à l'heure dessus par rapport au fait que des personnes vulnérables, multiples raisons, parfois il faut savoir aussi créer cette relation, parler de relation. À un moment, il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un qui entend, et il se joue là quelque chose de très, très intime quelque part. Et donc une singularité. C'est peut-être là où c'est difficile parce qu'on quitte peut-être la posture du sachant, peut-être du médecin qui connaît la maladie, mais là il s'agit de connaître quelqu'un. Et vous n'avez pas le temps. Alors, j'ai deux questions. Peut-être est-ce que vous avez le temps peut-être d'avoir une approche collégiale de cette manière d'appréhender une personne, dans sa singularité, pour trouver le chemin qui sera certainement pas toujours le bon, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue. Est-ce que vous avez assez de temps pour peut-être vous appuyer sur l'expertise de patients pour savoir comment ils l'ont reçu, comment ils ont pour débriefer peut-être avec des personnes qui pourraient avoir un recul par rapport à ça. Et puis en toute bienveillance par rapport à la fiche, je crois que c'est vous, Monsieur Bourdin, qui avez parlé des personnes vulnérables à un moment. Donc je peux citer votre nom. Par contre, je ne peux pas citer le nom de madame qui est psychologue, qui est patiente. Et pour moi, elle n'est pas patiente, elle est dans sa singularité. Et je trouve que c'est intéressant que quand on ait ce genre d'échange, chacun soit là dans sa singularité et pas dans son étiquette. Voilà. C'était en toute gentillesse, en tout cas. Pour le temps, oui, je suis content de vous donner le micro. C'est bien de parler du temps un peu. Pour défendre l'affiche, on m'a un peu invité à la dernière minute et l'affiche était déjà faite. Parce que sinon, il y aurait eu mon prénom dessus aussi. Ah, je suis désolée, mais oui, effectivement, c'est bien raison. Voilà. C'est qu'elle était faite bien avant. Pardon. Et, non, pour le coup, je ne suis pas patiente. Je suis la personne la plus impatiente, je pense, qui peut exister. Et vraiment, poireauter des heures là, dans vos couloirs d'hôpitaux. J'en sais que vous êtes débordés, mais non, vraiment, c'est vachement. Alors, c'était le motif de la question de soigner au rythme du patient qu'on avait faite, c'était
Cette image du patient assis sur une chaise pendant des heures, pendant que le médecin passe à toute allure, comme ça. Alors, quand c'est des pensants, on n'attend pas seulement assis, on attend à poil. C'est une autre partie de Il y a un dessin de Michel Serres, comme ça, avec le patient, avec la toile d'araignée qui s'est mis dans la salle d'attente. Et quand on était étudiant, on disait un patient, c'est fait pour patienter. C'était vraiment. Il y a pas si longtemps, il cherchait des trucs à côté de moi pour me couvrir, parce que ça faisait 3 quarts d'heure qu'on était là, il commençait à me dire, ouais, là, c'est froid. Et il commençait à fouiller dans la chambre, il était seul pour trouver des trucs et des machins. Ça peut être cocasse en même temps. Oui, enfin, En tout cas, pour revenir à la question du temps que les gens peuvent consacrer à ça et la pluridisciplinarité, bravo Pascaline d'avoir fait preuve de cette pluridisciplinarité. C'est au-delà d'une évidence ou d'une nécessité, c'est humain en fait. C'est-à-dire que trop parler, il ne faut pas qu'il y ait confusion des rôles à un moment. De mon point de vue aujourd'hui, qui est passé du temps, qui est passé beaucoup de temps, qui est réfléchi, finalement, il y a un moment où chacun doit avoir son rôle. Je pense que vous serez d'accord avec ça aussi. Et à un moment, peut-être bientôt l'IA fera que nous ne serons plus que des faiseurs de passer des pilules. Peut-être ça viendra, hein, peut-être pour les patients et en tant qu'utilisateur, je serais ravi qu'il n'y ait pas 3 médecins qui aient 3 avis différents sur mon scanner. Peut-être que les machines feront ça bien mieux que nous. Tout cet aspect est très technique, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a encore besoin que le médecin soit assez technicien. Il peut être très empathique, tout ça, mais il y a un moment où il utilise des mots qui ne lui conviennent plus. Il y a un moment où il utilise des attitudes qui sont insupportables. Et la pénibilité du système de soins fait que le temps qu'il y consacre, en tout cas, n'est pas adéquat pour ça. Et puis il faut consacrer beaucoup de temps à la qualité de la décision médicale. Et ça, peut-être, c'est le côté le plus invisible pour les patients qui rend ça si pénible. C'est tout ce temps nécessaire pour savoir, mais pas savoir, pour pas avoir l'air de savoir, mais pour savoir vraiment et pour savoir dire je ne sais pas. Et ça, c'est peut-être le moment le plus difficile et c'est ce qui prend le plus de temps. Mais la pluridisciplinarité doit venir dans cet espace, dans ce temps-là. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de psychologue, là où il n'y a pas d'aides-soignantes ou de paramédicaux qui soient dédiés, là où il n'y a pas d'autres patients pour accompagner les patients, alors là ça va plus. Là, c'est l'isolement. Et là, en plus, on a un système de soins qui n'est pas parfaitement fait. C'est-à-dire que vous rentrez dans un institut pour le cancer, vous avez tout ça qui est mis à votre disposition à la minute, mais vous en ressortez, vous êtes un peu tout seul chez vous. Et donc là, peut-être qu'il y a vraiment un travail de coordination ville-hôpital qui fait un peu défaillant. J'ai beaucoup râlé, je vais quand même dire quelque chose de sympa pour répondre aux méchants. En fait, il y a de plus en plus ce temps-là. Enfin, je sais que je sors là tout récemment d'un DU de partenariat justement patient-soignant. Et enfin, je pensais qu'on allait être 5 pelés et en fait on était bien une petite trentaine. Et la majorité des gens qui ont terminé le DU, en tout cas de mon année, ont tous plus ou moins une place, voire même une place reconnue et financée pour certains dans des services de soins où leurs compétences en tant que personnes qui ont un accès aux patients est reconnue et entendue. Après, effectivement, qu'on le veuille ou non, même si c'est sympa d'avoir du temps pour réfléchir, il faut du temps pour faire les actes et on ne peut pas couper à ça et au fait que vous n'êtes pas nombreux suffisamment pour les faire. Je voudrais, pour répondre à votre question, monsieur, et compléter ce que vient de dire Leslie, mettre un bémol à tout ce qu'on vient de dire. Parce que je pense qu'on a quand même dans nos unités de moins en moins de temps pour faire un travail collégial et de pluridisciplinarité. J'en prendrai un exemple, j'ai 2 collègues puéricultrices qui sont là. Demandez-leur avant, il y a 10 ans en arrière, si elles avaient un temps de relève pour échanger entre elles des informations qu'on ne trouvait pas dans les ordinateurs. Oui. Est-ce qu'elles ont toujours ce temps de relève officiel pour pouvoir faire ça? Non. Et dans notre service, on a la chance qu'elles continuent de le faire alors que c'est plus compté sur le temps de travail. Il faut quand même bien redire ce genre de choses pour voir l'évolution. Et je craindrais quand même que les nouveaux dispositifs de patients partenaires, etc., ne viennent quand même masquer pas mal notre difficulté à avoir du temps pour réfléchir
ensemble de nos places spécifiques, et je suis d'accord avec Arnaud Bourdin quand chacun doit être à sa place, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a du transversal. Et moi, dans mon expérience, le transversal au sein de nos institutions hospitalières, il se perd quand même de plus en plus. Voilà. On s'arrête là? Écoutez, attendez, avant de partir, excusez-moi, je voudrais faire quand même un petit sondage puisque Laurent m'a fait douter. Qui avait compris avant de venir qu'il s'agissait autant du mal à dire pour les patients que pour les soignants et les médecins? S'il vous plaît, levez la main. Une petite moitié. Donc il faudra que je soigne mes présentations. Merci beaucoup. Vous avez un